Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct pendant lesquelles on va se parler, débattre, partager nos expériences et s'entraider. Alors on compte sur vos témoignages au 39 21, la ligne est ouverte et Amandine et Paul vont se faire un plaisir de vous y accueillir jusqu'à 1h du matin avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. On compte également sur vos réactions sur la page Facebook, par mail, europe1.fr ou encore par SMS au 7 39 21. Vous envoyez votre message par SMS précédé du mot nuit. Europe 1. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Caroline, j'habite depuis 40 ans dans cet appartement que nous avions acheté avec mon mari. Et là, il y a 15 ans, j'ai une voisine qui s'est installée. J'avais bien remarqué sa curiosité, mais je n'y prêtais pas trop d'attention parce que je m'occupe beaucoup de mon petit-fils, de mes enfants. Oui. Et il y a 15 jours, Caroline... elle me rencontre dans le couloir parce que on est juste les portes face à face. Oui. Mais j'avais bien remarqué qu'elle était curieuse, mais vous savez, j'avais d'autres choses à faire. Et puis elle m'arrête et puis elle me dit, vous savez, je sais à quelle heure vous sortez, je sais à quelle heure vous rentrez. Oh, c'est incroyable. Écoutez, ah oui, comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui, Caroline, je vous écoute. Oui, donc pour poursuivre, j'étais stupéfaite, j'étais interloquée, je n'ai pas su quoi répondre. Bah oui, j'imagine, parce que c'est déplacé comme remarque, elle est pas de la police là, de surveiller vos allées et venues comme ça, c'est très intrusif cette réflexion. Oui, enfin pour moi c'est une atteinte à ma vie privée. Oui, mais en même temps, ça montre que elle a rien d'autre à faire, cette dame, que de surveiller vos allées et venues. Enfin, elle s'ennuie certainement, ou c'est un peu, ou elle va pas très bien, je trouve. Vous voyez. Et elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire parce qu'on sait qu'il y a des gens comme ça qui sont un peu curieux. Mais venir vous le dire comme ça, comme si, comme si vous, qu'est-ce que vous faites pendant, vous sortez beaucoup finalement et qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que je m'occupe beaucoup d'amis qui, je vais pas détailler. Non, mais combien même, enfin, ça, c'était une réflexion qu'elle se faisait peut-être comme si c'est étonnant toutes ces sorties, mais vous faites bien ce que vous voulez. Oui. Et vous rentrez, vous avez passé l'âge de demander la permission à vos parents pour sortir l'heure de laquelle vous rentrez, non? Oui. Et mon fils pour Noël m'a offert des places de théâtre. Évidemment, le théâtre commence à 8h, je rentre à 10h30. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a interpellé. Elle doit s'imaginer que vous avez une vie, une vie. Oui, je pense. Ça doit attiser. Ça doit attiser encore plus sa curiosité. Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors? Elle rentre à 10h30. Oui, c'est ça. Oui. Mais ce qui m'a, vous savez, Caroline, ça m'a beaucoup fait de mal. Ça m'a, ça m'a, si vous voulez, depuis qu'elle m'a dit ça, je me suis sentie pas bien. J'ai été 3-4 jours très mal avec des vertiges. Et le problème, c'est que une semaine après, j'avais toujours ça sur le cœur et j'ai frappé à sa porte et puis j'ai dit, écoutez, pourquoi? Parce que j'avais lorsqu'elle m'avait dit ça, je n'avais pas su quoi répondre et je voulais savoir pourquoi m'avait-elle dit ça. Et j'ai frappé doucement à sa porte et puis je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Ah, mais vous en êtes encore là? Elle m'a claqué la porte au nez. Et donc, si vous voulez, moi, je n'aime pas les problèmes de voisinage et ça m'a beaucoup choquée. Oui, mais vous voyez bien qu'elle est très désagréable, cette dame, enfin. Oui, très. Bon. Oui, Caroline. Mais si vous voulez, je ne sais pas, encore trop naïve ou bien, c'est-à-dire,
je m'attendais pas à ça. Et puis, j'en ai parlé à mes enfants, mais mes enfants me disent écoute, tu devrais prendre ça pas avec autant de gravité. J'ai dit oui, mais moi, c'est moi qui l'ai vécu, c'est moi qui étais en face d'elle lorsqu'elle m'a dit ça. Parce que, Caroline, ce que je vais vous dire, c'est que quand la poste m'envoie un colis, elle ouvre sa porte devant, elle regarde ce que je reçois. Quand je sors pour aller faire mes courses, elle est derrière ses rideaux, elle me regarde, je reviens, c'est pareil. Alors, moi, ça m'a... Mais qu'à lui tirer la langue quand elle est derrière ses rideaux. Oui, oui. Des Écoutez, enfants le feraient, parfois on aimerait bien le faire aussi. Mais bon, non, je vous dis ça, bien sûr je plaisante. Mais pourquoi ça vous plonge? Parce que vous me dites, effectivement, j'entends bien que ça vous a plongé dans de l'angoisse. Si vous voulez, Caroline, ça, c'est comme ça a atteint ma dignité. Mais en quoi ça atteint votre dignité? Ça atteint ma dignité parce que j'ai pensé que j'étais surveillée comme si j'étais quelqu'un qui faisait des choses de travers, quoi, en fait. Oui, alors que ma vie, elle se résume pas à ça. Oui, mais vous voyez bien que c'est le problème, c'est que vous donnez une importance terrible à quelqu'un qui finalement doit beaucoup s'ennuyer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand on en est à surveiller les horaires de sortie, de rentrée de ses voisins, c'est que quand même on s'ennuie beaucoup dans sa vie. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, je parle pas des personnes âgées qui parfois sont clouées chez elles et il s'agit pas, c'est pas dans l'état d'esprit d'une surveillance, mais elles connaissent les horaires parce que les gens partent au travail, rentrent, mais ne vont pas sortir comme ça fait très langue de vipère. Elle sort sur le palier. Vous savez, je sais quand vous rentrez, quand vous sortez, alors elle va aller faire une déclaration à la police. Vous avez rien à déclarer. Enfin, c'est elle qui est. Ça montre bien qu'elle a. Elle a rien d'autre à faire dans sa vie, cette dame? Oui. Mais je pensais pas qu'elle était si curieuse, parce que pour moi, c'est une curiosité. Mon ressenti, Caroline, c'est que c'est une curiosité qui n'est pas très saine, vous voyez? Ah, mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Oui. Mais c'est une commère. Comme on disait avant, vous voyez, c'est une commère, qui est là derrière sa fenêtre à surveiller. Et il ne faudrait pas lui donner plus d'importance que ça en a, parce que elle est. Oui, Caroline. Pardon. Lorsque j'avais mon mari, parce que mon mari est décédé il y a 12 ans, il avait pris sa retraite en décembre et au mois d'août, une entreprise, donc il avait sa retraite et au mois d'août suivant, une entreprise l'a invité, lui a demandé, est-ce que vous voulez venir travailler pendant ce mois d'août? Et la voiture se trouve devant la maison, devant l'immeuble, et avec le casque, parce mon mari était responsable de chantier, il avait le casque sur le siège du passager. Et une semaine après, mon mari va au bureau de tabac et il rencontre le mari de son ami. Il lui dit alors, on a repris du service? Elle avait été dire que mon mari, au lieu d'être en retraite, recommençait à travailler. Donc, elle surveillait. Elle avait vu que le casque de chantier de mon mari était sur le siège passager. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle surveille notre vie. Et mon mari m'avait dit, écoute, à cette personne, ne lui parle que de la pluie et du beau temps. C'est ça, c'est le genre de personne avec qui, avec qui il faut parler de la pluie et du beau temps et ne surtout rien dire, puisque de tout, elle va faire un commérage. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, alors c'est vrai que c'est évidemment, c'est une forme d'atteinte plus qu'à votre dignité, à votre intimité. C'est-à-dire que de se dire qu'il y a quelqu'un en face sur le palier qui est là derrière sa porte ou derrière ses carreaux à surveiller quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on rentre, éventuellement qui on voit. Mais bon, dans les faits, c'est elle qui projette plein de choses et qui peut-être d'ailleurs est un peu envieuse
de votre vie, puisque vous avez une vie, vous, assez remplie. Vous disiez que vous alliez au théâtre, vous avez laissé un message sur le répondeur, vous voyez des amis, enfin... Donc, je fais encore à manger, pardon. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Caroline, mais pendant que j'ai ça à l'esprit, je fais encore à manger à mes enfants tous les jours. Ben, c'est chouette. Ah bon, ils viennent manger chez vous tout. L'aîné qui est célibataire, il vient tous les midis, et mes enfants, j'ai des jumeaux, ils viennent encore le samedi et le dimanche avec mon petit-fils et ma belle-fille et mon fils. Donc je suis très occupée, moi. Et puis j'ai des amis qui sont malades que je vais voir, et puis j'ai un frère aussi, donc je vais les voir. Et voilà, et c'est vrai que... Oui, alors évidemment, pour elle, vous êtes une voisine formidable, parce que toutes ces allées et venues, ben, ça l'occupe, hein. Oui, c'est ça l'occupe bien, vous voyez, ça lui remplit un peu sa journée, c'est une forme de vie par procuration. Mais au fond, c'est plus triste qu'autre chose. Oui, elle doit vraiment terriblement s'ennuyer pour ça. Le problème, c'est que c'est pas le problème, parce qu'on peut s'ennuyer sans être médisant. Oui, médisant. Mais là, il y a bien sûr que derrière, vous sentez qu'il y a un mauvais esprit. Oui, il y a un mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit. Oui, Caroline, c'est tout à fait ça. Mais elle est plus bête qu'autre chose, je trouve. Enfin, parce que il y en a qui le font, mais qui ne vont pas le revendiquer. Là, elle est quand elle se précipite vers vous, et je comprends que vous ayez été choqué, pour vous dire je sais ce que vous faites, à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous rentrez. En général, les mauvaises pensées, on ne les dit pas, ou les mauvais, vous voyez, là elle vient presque, elle revendique. Oui. Ça reflète quand même une certaine bêtise de sa part. Ah oui, bon. Tout à fait. Oui, c'est pas une marque d'intelligence. Ah non. Oui. Mais vous voyez, Caroline, j'aurais pas dû être affectée pour... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème de fond, il est là. C'est-à-dire que pourquoi ça... Parce que vous me dites que vous avez eu des vertiges. Pourquoi ça... Qu'est-ce qui vous angoisse autant? Ça vous renvoie à quelque chose d'autre? Écoutez, surtout parce que il me semble qu'elle a dû se faire un mauvais film sur moi, alors que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle pense du fait que je vais au théâtre? Elle me surveille. Vous êtes une femme de mauvaise vie d'aller au théâtre. Non, mais c'est ça. Comme avant les comédiens, vous savez ce qu'on disait, oh là là, les comédiennes étaient bon. Oui. Bon. Enfin, j'espère qu'elle ne se fait pas. Et quand bien même, vous avez raison. Oui, elle se fait des films. Oui, c'est ça. Mais au fond, c'est le reflet de ses pensées à elle et de ses mauvaises pensées. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle projette. Mais ça ne devrait pas tant vous affecter. Oui, c'est ça. Parce que... Je suis trop sensible, hyper sensible. J'ai trop de sensibilité. D'ailleurs, la seule chose que je lui ai dit, que j'ai pu répondre, c'est que ma sensibilité ne correspond pas à la sienne. Mais c'est là où vous lui donnez Vous voyez bien d'ailleurs, quand vous, une semaine après, vous allez la trouver pour essayer d'avoir une explication. Il n'y a pas lieu d'avoir d'explication avec des personnes comme ça. Et d'ailleurs, elle-même, elle sait pas quoi dire, elle vous claque la porte au nez. Donc elle est déjà, elle est très mal élevée. Déjà, c'est mal élevé. On ne fait pas la réflexion de dire, d'avoir l'air de surveiller. Si les gens qui le font en général, ils en sont pas toujours, ils se rendent compte que ils sont pas très fiers, on fait des choses comme ça tous dont on n'est pas très fier, et on va pas le clamer haut et fort. Elle le revendique, et après quand vous allez la voir, elle vous claque la porte au nez. Bon, à l'évidence, elle est très mal élevée déjà, elle est désagréable. Elle a beaucoup d'aplomb. Oui, mais l'aplomb... Elle a beaucoup d'aplomb. Oui, mais l'aplomb souvent lié à la bêtise, malheureusement. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, alors vous, on vous sent... très délicat, alors évidemment, ça contraste singulièrement vos deux personnalités. Oui, ces deux personnalités. Je suis contente. Oui, ça contraste évidemment énormément. Oui, tout à fait. Mais il y a certainement derrière ça un peu d'envie et de jalousie. Oui, je crois. Puis je me suis pas méfiée. Mais vous n'avez jamais eu de lien plus non, que des liens de voisinage finalement avec elle. Vous savez, moi j'aime bien. En fait, c'est surtout que je préfère avoir des bonnes relations avec mes voisines. D'ailleurs, ça fait depuis 40 ans. Les autres voisines qui sont à l'étage supérieur, ça marche très bien entre nous. Il y a un feeling, il y a c'est agréable. Le courant passe.
Oui, mais là, cette dame, vous l'avez bien senti d'ailleurs qu'il fallait rien lui dire parce que elle aime beaucoup les commérages. Oui. Et c'est vrai que heureusement qu'on peut avoir des relations de voisinage très agréables. Et je comprends que vous ayez à cœur d'avoir plutôt ce type de relation courtoise, même parfois au-delà, avec des voisins. Mais là, visiblement, avec elle, c'est pas possible. Alors, il s'agit pas d'ailleurs, il s'agit de pas lui donner d'importance et de rester comme vous êtes, c'est-à-dire courtoise, un petit salut poli, rien de plus. Oui, c'est ça. Rien de plus. Tout à fait. Voyez. Mais je suis contente de vous en avoir parlé, Caroline, parce que, écoutez, c'est peut-être bête, mais je souffrais, dans mon ressenti, dans mon moi intérieur, je souffrais de cette... je m'attendais pas à ça, vous voyez. Je souffrais parce qu'elle est quand même sur mon palier à 2 mètres de moi et nous avons qu'une entrée commune et on se rencontre. Alors moi, j'aime pas être en mauvais. Oui, je vous comprends. C'est quand il y a quelqu'un qui est aussi intrusif dans son comportement, c'est finalement on en arrive à plus se sentir chez soi. Enfin, il y a un peu cette promiscuité, on devient très gênante. Oui, exactement. Mais c'est elle qui a un comportement déplacé. Oui, tout à fait. Il ne faut absolument pas que ça vous remette en question et que ça vous affecte à ce point-là. Voilà. Justement, je me disais, mais en fait, bon, évidemment, dans ma conscience, dans mon moi intérieur, je savais bien qu'il y avait rien à voir avec mon état d'esprit, ma conduite de vie. Et ça, moi, je sais, mes enfants et les gens qui me connaissent bien le savent bien. Mais vous voyez, Caroline, je ne m'attendais pas du tout à ça de cette personne. J'ai fait confiance, et bien, avec elle, je n'aurai plus cette confiance aveugle. Mais tant mieux. Vous me disiez quand même que vous sentiez bien que c'était quelqu'un dont il fallait, qui était quand même extrêmement curieuse. Bon, oui, tout à fait. Vous parlez de votre mari. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez, ça fait beaucoup réagir. Ça montre beaucoup de gens se sentent concernés là parce que vous dites il y a quelqu'un, c'est pas signé le message qui dit j'ai la même. Si je rentre du cinéma à 23h, elle rouvre ses volets. Du coup, moi je la salue même pas, c'est pénible. Il y a Margaret qui dit cette dame doit avoir un Judas à sa porte. Alors quand vous sortez, vous devriez mettre votre doigt dessus. Elle va être tellement surprise de voir du noir qu'elle va arrêter. Violaine qui dit moi j'ai un petit fait, moi je disais tirez-lui la langue, la prochaine fois je dis ça en vous taquinant parce que faut pas rentrer dans ces jeux-là. Violaine avec un petit sourire elle dit moi j'ai un fait pour le pied de nez. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit il y a partout, hélas, vous savez, des gens comme ça qui s'intéressent beaucoup à la vie des autres et font des commérages de chaque petite chose. Donc il y a Catherine qui dit j'ai la même voisine aussi, et quand je la vois derrière sa fenêtre toujours à épier le moindre mouvement, eh bien je lui fais bonjour. Croyez-moi qu'elle se retrouve toute bête. N'y prêtez pas trop attention, dit Catherine. Voilà. Il y a Sophie qui dit quand j'étais jeune, dans les années 70-80, il y avait une voisine comme ça. Elle était toujours derrière son rideau à tout surveiller et nous l'avions surnommée l'œil de Moscou. Il y a Gigi qui dit moi je sais quand mon voisin rentre, c'est pas que je l'expionne quand il rentre il sort, c'est juste qu'il a une poignée de porte qui grince, c'est très désagréable. Il y a quelqu'un qui dit mais laissez cette personne penser ce qu'elle veut de vous, ça fait pas de vous une mauvaise personne ou une personne différente de ce que vous êtes, laissez couler, vraiment un peu comme l'eau qui glisse sur les plumes d'un oiseau. Ce qu'elle pense, qu'elle projette, c'est ses mauvaises pensées à elle. Faut pas que ça vous affecte comme ça. Oui, merci Caroline. Oui, tout à fait. Oui, c'est qu'elle s'ennuie tellement qu'elle vous prête une vie. Oui. Alors comme si rentrer une certaine heure, oh là là, c'est qu'on fait des choses pas très avouables. Alors vous imaginez moi ce que doivent penser mes voisins quand ils me voient rentrer à 3h du mat, ils doivent dire la fille, je sais pas ce qu'elle fait de ses nuits. Oui, donc bon. Il y a Marie qui dit pouf, on dit que le silence est le plus grand des mépris, il faut être indifférent. Oui, je crois, oui, c'est ça, tout à fait. Mais j'ai trouvé quand même qu'il faut avoir un certain sans-gêne quand même pour dire à une personne... ça, je suis d'accord. J'ai 76 ans, je ne devrais pas attacher autant d'importance. Vous avez raison, Caroline. En même temps,
visiblement, ça va un peu en s'accentuant avec l'âge aussi. Cette dame, vous me dites, ça fait 15 ans que vous êtes voisine et qu'elle n'était pas aussi intrusive. Donc peut-être que avec l'âge, elle s'ennuie de plus en plus, elle est de plus en plus seule. Et du coup, elle vit un peu... une vie par procuration. Donc vous qui sortez beaucoup, qui avez une vie plus active, ça doit susciter de l'envie et de la jalousie. D'où, je pense. voyez. Je m'étais pas méfiée. Bon, à l'avenir vous le saurez. Mais vraiment, il faut pas vous en. J'aime pas la méfiance, mais là. Vous savez il est clair qu'il faut rien lui dire et vous pouvez lui montrer vu la dernière fois qu'elle vous a claqué la porte au nez. Il ne faut pas lui, c'est lui donner beaucoup d'importance d'aller lui demander. Ça serait quelqu'un qui compterait pour vous et où à un moment vous aurez blessé, que vous cherchiez à dissiper le malentendu. Oui, ça en vaudrait la peine. Oui. Mais cette personne, voyez bien déjà, elle est pas en mesure de ça. Et puis, c'est pas avec elle que vous sortez. C'est juste, vous êtes obligé de cohabiter parce qu'elle est sur votre palier, quoi. Mais c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un. C'est ça le problème. C'est tout. Mais en fait, je vais m'en tenir à un bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour, bonsoir. Oui, voilà. Et puis. Parce que je comprends, c'est parfois plus difficile d'avoir des relations, de mauvaises relations. Donc même avec des gens comme ça, vous savez qu'il faut vous protéger, que c'est une dame qui peut-être avec l'âge, je sais pas, moi, elle a aussi des problèmes psy. Enfin, je sais pas, elle va pas. C'est assez déplacé son attitude, en tout cas d'un sans-gêne fou. Donc il faut vous en protéger. Et c'est bonjour, bonsoir. Vous restez comme vous êtes, c'est-à-dire poli, mais pas plus. Oui, d'accord, Caroline, entendu. Mais pour parce que c'est vrai qu'avec ce genre de personnes, on ne sait jamais comment elles peuvent réagir. Donc, si on rentre dans quelque chose d'un peu agressif en retour, il faut pas qu'il y ait une surenchère. Donc non, vous désamorcez, faites comme si rien ne s'était passé, vous la saluez, point barre. Oui, d'accord. Voyez, vous restez courtoise comme vous l'êtes, mais sans plus. Oui, merci Caroline. Je voulais vous téléphoner. Je vous ai téléphoné parce que j'avais besoin d'entendre votre avis. Voilà. Et puis je vous écoute tous les soirs. Et puis je suis soulagée. Ça m'a rassurée. Vos paroles m'ont rassurée. Voilà. Écoutez, tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai encore aussi un petit message qui peut servir à d'autres, parce que quelqu'un me dit j'ai eu des voisins tellement aussi envahissants et ça s'est résolu lorsque j'ai fait appel au médiateur de la justice. La consultation est gratuite. 17 personnes. Attendez, il faut que je retrouve le petit message parce que ça fait tellement réagir. Je trouve pas. La consultation, est gratuite, dit cette personne. J'arrive plus à retrouver son message. Donc, mais là, avec cette dame, ça sert à rien du tout. Cette personne ajoute qu'elle avait trouvé l'adresse du médiateur en se renseignant à la mairie. Parfois, quand il y a des problèmes de voisinage, ça peut être un recours possible. Mais là, Je veux pas en arriver là. Faudrait presque, parfois, mais si la prochaine, lui répondre avec humour, faut vraiment l'ignorer un peu. Oui, l'ignorer, oui. Entrez pas là-dedans. Oui. Ou lui dire, parce que lui dire, oui, c'est vrai, j'ai une vie très remplie, mais ça va attiser encore sa jalousie, donc restez le plus neutre possible. Oui, d'accord. Caroline, entendu. Je vous remercie beaucoup, Caroline. C'est moi qui vous remercie, Christiane. Merci, ne vous en faites pas pour ça. Au revoir. Ça m'a rassurée. Merci. Tant mieux. Au revoir, Caroline. Au revoir. Merci beaucoup. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit est à vous sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Alors je vous invite à composer ce numéro si vous désirez me parler de vous, me confier vos doutes, vos interrogations, vos désirs, vos fragilités. 39 21 pour me parler, mais aussi peut-être si vous désirez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire fait écho
micro à la vôtre. Si vous êtes un peu timide et que vous ne souhaitez pas intervenir à l'antenne, vous pouvez malgré tout donner votre point de vue par mail europe1.fr, par SMS ou 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit ou encore sur la page Facebook de l'émission. La libre antenne jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Inès. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier de me prendre à l'antenne. C'est très gentil à vous. Ah, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Par où commencer? Alors, je ne sais pas si Paul vous a donné une petite explication de mon cas. Oui. Voilà, en fait, voilà, j'ai 33 ans, Oui. bientôt 34. Je suis mariée depuis maintenant bientôt 2 ans, au mois de mai, juin. Enfin, si mon mari m'entendait, il serait furieux. Pourquoi? Vous ne sachiez plus précisément la date? Oui, en fait, je me souviens jamais de la date exacte, en fait. Et du coup, je crois il y a des gens qui n'ont pas la mémoire des dates, mais il y pense, oui. Voilà, c'est ça, mais bon... Lui, il y pense oui, bon, voilà, c'est pas normal, mais bon, j'oublie tout le temps. Voilà, et j'attends un enfant, voilà. D'accord. Enceinte. D'accord. Malheureusement, je sais pas si je peux utiliser le mot malheureusement. Je suis perturbée en fait parce que je sais pas si j'ai vraiment envie de le garder. Voilà. Cette grossesse vous a surprise? Ouais, tout à fait. En fait, j'étais sous pilule et c'était pas du tout prévu, pas du tout. Et en fait, il y a plein de choses qui chamboulent, il y a plein de choses qui entrent en compte et notamment mon âge, le fait que je sois dans une situation entre guillemets stable, parce que bon, quand j'en parle à deux de mes amis auxquels j'ai eu entre guillemets pas le malheur, mais l'indélicatesse de leur en parler, pour elle trouvait pas, elle comprenait pas pourquoi que vous soyez hésitante, que vous soyez finalement anxieuse, angoissée par rapport à cette grossesse. C'est ça, hésitante et tout ça. Alors aussi, une autre particularité, c'est que je sors d'une grosse dépression. J'ai été dépressive pendant pratiquement 2 ans. Donc là, j'en vois un petit peu le bout, même beaucoup le bout. J'en sors enfin. Et je suis pas totalement guérie, mais je fais beaucoup. Oui, mais déjà, vous sentez, c'est ça, moins fragile. Voilà, moins fragile. Vous êtes accompagnée, vous avez été suivie, j'imagine. Oui, je suis par le CMP qui est pas très loin de chez moi, par un psychiatre et par un psychothérapeute, voilà, un psychologue. Qui d'ailleurs n'est pas là depuis 2 semaines. Donc, en fait, ça tombe mal là pour vous. Oui, parce que vous auriez bien besoin de. Il rentre quand? Exactement, ça fait 2 semaines que je suis au courant que je suis enceinte et ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas là. Donc, et elle va revenir quand? Elle revient la semaine prochaine. Ah c'est bien. C'est bien, vous allez pouvoir je vais pouvoir en discuter avec en parler. Elle. C'est vrai que ça vous chamboule. Ça vous... j'en dors même plus en fait. J'en dors pas parce que j'ai tellement de sons de cloche un peu partout. Des gens qui me disent que c'est une bénédiction, que voilà, c'est peut-être l'enfant qui va te sortir de tout ça, que c'est pas un hasard, qu'il faut le prendre justement comme une bénédiction, comme une belle chose. De toute façon, un enfant c'est toujours merveilleux. En même temps, moi, quand je vous l'ai dit, je me sens encore trop fragile. En tout cas, j'aimerais pouvoir me reconstruire avant de pouvoir m'occuper d'un enfant. Parce que, je veux dire, l'état dans lequel je suis, je dis pas que je serais pas capable, mais je serais pas dans des bonnes conditions pour m'en occuper. En même temps, mon mari, alors lui, il est ni contre ni pour. En fait, en gros, il me laisse décider. C'est-à-dire que si on garde l'enfant, il sera là, il assumera de toute façon. Et je sais très bien qu'il sera là, toujours là pour là, puisque c'est lui qui a toujours été là pour moi, pour me seconder. Grâce à lui, c'est vraiment grâce à lui que je me suis sortie de cette dépression. Et en même temps, il comprend aussi que je suis très fragile et que effectivement. Ça serait pas forcément une très bonne chose que de le garder. Vous voyez ?
Oui, donc c'est à la fois c'est une bonne chose parce on voit qu'il tient beaucoup à vous et donc il ne cherche pas à influencer votre décision, il vous suivra, mais ça a des bons côtés et en même temps c'est pas forcément rassurant pour vous. Bah c'est ça, exactement. Moi j'aurais préféré qu'il me donne un avis assez je tranché. comprends. Oui, ça vous aiderait. Ça, à la limite, quitte à vous opposer, mais en tout cas, ça serait plus clair. Alors que là, c'est encore une fois comme si tout reposait sur vos épaules et forcément c'est lourd et culpabilisant. Et voilà, là où, mais encore une fois, il veut bien faire et ça montre qu'il, qu'il tient à vous et mais quand il vous renvoie aussi que puisqu'il le sait, il vous a rencontré, vous étiez dans cette dépression, mais quand vous dites qu'il sait que vous êtes fragile et que donc peut-être que ça serait compliqué pour vous de devenir mère, en même temps, ça vous renvoie à vos angoisses. À vos angoisses de penser que vous êtes incapable du fait de cette fragilité, voyez, d'avoir cette responsabilité-là. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que déjà, c'est pas comme si vous étiez en pleine dépression. Non. Il y a 2 ans qui se sont écoulés, il y a un accompagnement, vous sentez déjà vous un mieux-être. Ouais. Mais il est normal que vous doutiez, parce que de toute façon, évidemment, avoir la responsabilité d'un autre être humain, quand soi-même on se sent déjà en difficulté pour s'occuper de soi-même, pour faire face à sa vie propre, c'est un peu vertigineux. C'est normal que vous vous posiez des questions. Et c'est là où je trouve que l'attitude, mais peut-être vous pourriez lui en parler après, l'attitude de votre mari pourrait être plus rassurante dans le sens, il pense l'être peut-être en me disant écoute ma chérie, c'est toi qui décides au final. Mais c'est lourd parce que c'est comme si vous portiez à vous seul cette décision-là. Ouais. Or, même si, dans les faits, oui, puisque c'est vous qui êtes enceinte, mais c'est quand même au sein d'un couple et sa position à lui vous influencerait dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. C'est-à-dire, parce que dire ni pour ni contre, forcément, c'est plus compliqué que ça. Quand vous lui avez annoncé, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez quand vous avez fait le test, qu'est-ce que vous avez ressenti dans les premiers moments? J'ai été catastrophée. Catastrophée. Vous étiez très angoissée en fait. Voilà, j'ai fait une crise d'angoisse. Vous avez fait une crise d'angoisse, oui. Ouais. En fait, j'en suis à. Il y a des moments où j'arrive même. Je me fais force pour me sortir du lit. Vous voyez, même si après le cours de la journée va se passer bien. Oui. Mais il y a des moments, si je m'écoutais, je resterais dans mon lit toute la journée. Depuis que vous savez que vous êtes enceinte? Non, depuis toujours en fait, depuis toujours entre guillemets, mais depuis avant c'était vraiment je passais toute ma journée au lit, vraiment toute ma journée au lit, vraiment dans le noir total, sans rien manger, sans vouloir voir personne et tout. Là maintenant je sociabilise, je sors beaucoup plus. Mais vous avez rencontré votre mari, enfin celui qui allait être votre mari quand même, puisque ça va faire 2 ans? Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 2 ans qu'on est mariés. D'accord. Donc oui, il me connaît très 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 bien. Il a toujours été, honnêtement, j'ai la chance de l'avoir dans ma vie parce que ça a vraiment été un pilier. Il m'a aidé dans vraiment dans tout ce qui a été difficile dans ma vie. J'ai été là pour lui comme il a été là pour moi. Donc sur ça, j'ai aucun problème sur lui. Mais c'est vrai que le fait est qu'il me donne toutes les cartes en main. Oui, il vous rassure pas là. Sur ce plan-là, c'est pas rassurant, même s'il ne le fait pas dans cette intention, parce qu'il pourrait lui aussi vous rassurer. Déjà, si lui en se positionnant, en parlant de ce qu'il éprouve, après tout, est-ce que ça lui a fait plaisir? Qu'est-ce qu'il a ressenti quand vous lui avez annoncé? Ouais. Quand je lui ai annoncé, il a été très choqué parce qu'en fait, quand je prenais la pilule, il pensait pas du tout que j'allais tomber enceinte. Oui. Et puis il m'a dit ah bon, mais comment ça se fait? Enfin, lui c'était plutôt techniquement comment est-ce que c'est possible? Je dis bon c'est pas techniquement, Amy, c'est que je
pas dit juste le prénom. Si, déjà, on sait qu'il y a des micro-pilules ou un décalage de quelques heures peut déclencher une ovulation. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas du tout un oubli, c'est un décalage c'est ça, de 3-4 heures. Et puis du coup, je suis tombée enceinte. Mais du coup, il n'a pas du tout imposer des questions à me rendre responsable ou quoi que ce soit. Il m'a dit, écoute... il a été surpris, en fait. Il ne s'y attendait pas. Très surpris. Vraiment, il a été très surpris. Moi, j'ai été très angoissée. Oui. Lui, il n'a pas été angoissé. Il a été plutôt surpris qu'autre chose. Mais voilà, après, le truc, c'est que, j'ai quand même bientôt 34 ans. Donc, je vais sur notre âge, j'ai 33 ans. Alors, vous me parliez de votre âge. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Je me dis qu'en fait, là, je vois toutes mes amies qui en sont à la première ou à leur deuxième bébé, qui ont une vie de famille, qui vivent ça comme une bénédiction, comme quelque chose qui a changé leur vie, comme je sais pas. Et j'ai l'impression aussi d'un petit peu en marge, de pas forcément être dans une norme où j'ai un mari qui m'aime, j'ai une maison. Oui, ça vous renvoie une image un peu angoissante de vous, comme si pourquoi vous ne sautez pas de joie alors que vous apprenez que vous étiez enceinte. Exactement, en fait, totalement. C'est que, parce que ça arrive, il y a des... De pas être aussi heureuse d'être enceinte, voilà. C'est exactement ça. Parce que vous sortez d'une période aussi très difficile. Et puis, au-delà de ça, vous savez, on véhicule une image de la maternité comme si forcément la maternité devait être quelque chose de magnifique, de merveilleux, mais quand on interroge les femmes, tout dépend ce qu'elles vivent à ce moment-là. Tout dépend. Et puis, même d'ailleurs, une femme qui était dans un désir de grossesse peut, au cours de sa grossesse, éprouver des sentiments un peu ambivalents par moment, et avoir des peurs et des craintes et des angoisses. Le problème, c'est qu'on n'ose pas toujours le dire. Parce que socialement, c'est pas très bien perçu. Mais comment ça se fait? Tu es pas heureuse, tu nages pas dans le bonheur. C'est ça. Or, vous savez, tous les psys qui vous diront que c'est évidemment, oui, ça bouleverse et ça change considérablement les choses et ça change la vie. Mais il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là parce que la perspective d'avoir la responsabilité d'un autre être humain, pour peu qu'on soit un peu responsable, c'est normal qu'on en ressente quelques angoisses. Ouais, c'est ça. À la base, vous voyez. Bon, alors. Quand on sort soi-même d'un moment qui a été difficile et qu'on s'est beaucoup posé des questions sur sa vie, voire même si sa vie avait un sens, d'autant plus. Maintenant, là où, par rapport à ce que vous en disent certaines de vos amies, moi je parlerai pas de bénédiction parce qu'il y a quelque chose d'un peu comme si c'était, il y a des connotations derrière, c'est assez connoté un peu déjà idéologiquement. En revanche, ça peut vous donner de la force aussi, d'avoir finalement... c'est-à-dire, à un moment, la vie prend aussi une autre direction. Avoir un enfant amène un peu à se décentrer de soi-même aussi, parce qu'on devient responsable d'un autre. Et parfois, ça peut donner de la force pour avancer, y compris face aux difficultés de la vie. Est-ce que j'aurai cette force-là quand je vois que j'ai à peine du mal à me lever du matin, de mon lit le matin, et que prendre mon café, je mets au moins 2-3 heures à un peu émerger tout ça. Je me dis que là, un enfant qui aura totalement besoin de moi, qui sera totalement dépendant de moi. Oui, vous sentez pas forcément la force déjà physique même de faire face, et c'est vrai que c'est fatigant, un bébé. C'est ça. Mais est-ce que... par rapport à cette dépression là qui était vraiment assez profonde, le travail que vous avez fait vous amène à trouver un peu du sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment pour vous comme ça c'était un peu arrêté, que vous étiez replié dans votre vie, dans votre lit? J'ai eu une enfance assez, pas terrible, mais j'ai eu une enfance assez malheureuse en fait, et encore au jour d'aujourd'hui j'ai des parents qui sont assez
qui sont très demandeurs, qui sont beaucoup dans la critique, très conservateurs. Voilà, le moindre faux pas pour eux, c'est, ils ne retiennent que ce qui va pas et jamais ce qui va. On a beau leur rendre tous les services du monde, il n'y a jamais rien qui va. Donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, petit à petit m'a détruit. J'ai cru que pendant un moment, ça allait passer, et puis en fait, il y a un moment où c'était trop, c'était la fois trop, ça m'a dépassé, et puis voilà. Et puis ensuite, je faisais aussi un métier qui me plaisait pas du tout. Donc je m'en suis rendu compte pas rapidement, mais au fur et à mesure, je commençais à déprimer, à y aller à reculons, à pas vouloir du tout y aller. Enfin, rien ne me rendait heureuse, quoi. En fait, c'est à part mon mari justement que j'avais hâte de retrouver le soir à la maison, mais sinon, pour moi, la journée, dès que je mettais un pied par terre. Pour moi, c'était une journée en enfer. C'était vraiment, je ne pensais qu'à une chose, c'était vivement la fin de la journée. Voilà. Ben oui. Voilà. Mais on voit bien. Alors, il y a eu, comme vous dites, une accumulation de choses, mais à l'origine, il y a quand même cette enfance malheureuse que vous évoquez à demi-mot. Et c'est pas le lieu d'ailleurs ici pour en parler, puisque vous pouvez là en parler dans le cadre de votre suivi thérapeutique. Ouais, j'en parle avec elle. Et c'est pas étonnant que forcément vous vous sentiez très angoissée depuis que vous savez que vous êtes enceinte. Parce que ça vous ramène à votre histoire, vous, d'enfant. Et que de dire par rapport à cette enfance qui pèse encore aujourd'hui lourdement sur votre vie d'adulte, vous vous posiez beaucoup de questions sur le fait de mettre au monde un enfant, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter, lui transmettre, vous voyez, tout ça. Et c'est ça. Ça montre que vous êtes quelqu'un de responsable. Le fait même de vous poser ces questions. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment pas envie de refaire les mêmes erreurs que mes parents. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça, pourquoi avoir été... En fait, pour tout vous expliquer, mais très rapidement, c'est que je viens d'une famille assez conservatrice d'origine maghrébine. Oui. Et en fait, j'ai 5 frères et je suis la seule fille. Et en fait, j'ai toujours été considérée comme étant, alors le mot est horrible, mais comme étant la bonne de tous mes frères. C'est-à-dire que j'étais obligée de tout le temps leur faire à manger, de faire leur lit, de faire leur cuisine, de leur préparer à manger, voilà. Et puis le jour où j'ai décidé de faire des études, mon père m'a pas interdit, mais il m'a dit en gros, si tu veux faire des études, tu te débrouilleras par toi-même. Voilà, tu feras ce que je ne t'aiderai pas financièrement, ni moralement, ni quoi que ce soit. C'est terrible, oui. Et au contraire, ils m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Alors j'ai enfin réussi à faire mes études, mais à quel prix? Vous avez réussi, oui, mais quand même, certainement, à quel prix, à tous les sens du terme d'ailleurs, mais vous avez fait des études, les études que vous vouliez faire. Oui. C'est ça. Ben, ça a été le premier acte de transgression par rapport à votre famille, où en tant que fille, vous deviez rester au foyer. C'est ça, exactement, c'est ça. Au foyer, et comme vous dites, être la bonne. C'est ça, exactement. Des frères. Élever des enfants. Et oui, et on y vient. Et ça aussi, ça joue. Parce que là, ça vous renvoie, il y a malheureusement encore, j'allais dire dans certaines cultures, mais même ici, encore en France, où il y a quelque chose qui est très ancré, où on ramène toujours les femmes à leur corps. Oui, c'est ça. Alors, qu'ils soient d'ailleurs sexuels, c'est-à-dire finalement dans le désir qu'elles peuvent inspirer, enfin, il faut qu'elles aient un corps, elles ont un corps sexué de fait, mais sexuel, ou maternel. Et en dehors de ces choses-là, point de salut. Et c'est ancré ça en nous. D'ailleurs, on le voit à travers les questions qui sont posées, souvent intrusives, aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Ça questionne. Ouais, c'est ça. Tiens, comme si finalement il n'était pas possible de s'épanouir, de trouver une vie qui est épanouissante en tant que femme, sans pour autant passer par la maternité. Encore une fois, évidemment que la maternité peut être un facteur d'épanouissement, mais pas le seul.
Mais là, dans ce que vous me dites, il y a quelque chose qui vous questionne, enfin vous renvoie, vous travaille même à tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous avez dû batailler pour exister au sein de cette famille où, de par votre culture, en tant que fille, vous n'aviez pas à faire d'études. En gros, votre place, votre fonction était toute désignée. Rester à la maison, faire des enfants. Exactement. Effectuer les tâches domestiques. C'est exactement ça. D'ailleurs, ma mère n'a pas arrêté de me répéter pendant toute ma jeunesse et puis même maintenant. Elle m'a dit, elle me dit tout le temps, alors dans une autre langue, mais elle me dit tout le temps, tu n'es pas la fille que j'aurais aimé avoir, en fait. Ben oui, parce que vous, alors déjà, c'est évidemment très dur pour vous de prendre ces paroles-là, mais est-ce que ça s'adressait vraiment à vous? C'est-à-dire que votre mère était prise aussi dans un conditionnement, j'ai envie de dire, terrible, où malheureusement, bien sûr qu'il y a ce système patriarcal où c'est les hommes qui ont le pouvoir, mais où les femmes prises là-dedans, dans ce conditionnement, transmettent aussi cette servilité à leurs filles. Ouais, donc vous, en transgressant, en vous opposant, vous la renvoyez peut-être à tout ce qu'elle n'a pas pu faire elle, ou pas osé faire, ou voyez. Ouais, peut-être, oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous n'en avez pas parlé, donc évidemment, j'imagine à vos parents. Ah non, mais vous avez raison. Non, il faut pas en parler. Non. Ils sont tellement pour eux. Ma mère, à chaque fois que je la vois, elle prie tous les jours, mais vraiment, elle fait tous les jours des prières pour que je puisse avoir un enfant. Donc, sa seule chose à elle, c'est, maintenant que t'as pas fait tout ce qu'il fallait faire, et au moins un enfant. En fait, c'est ça, comme si finalement, comme si l'enfant, c'était pas pour vous, mais pour votre mère, pour vos parents, pour la famille. Exactement. Le risque, c'est important que vous puissiez, que vous ayez cette conscience-là, parce que le risque serait d'aller aussi dans une attitude, de continuer à être dans une attitude d'opposition, qui ferait que vous sauriez plus où est votre désir. C'est peut-être ce qui est en train de se passer d'ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes autant angoissé. Parce que vous m'avez dit, je sais plus l'expression que vous avez utilisée, mais entre tous les différents points de vue des uns et des autres, vous êtes perdu. Et c'est normal. Oui, c'est parce que quand on est perdu, on va, vous en avez parlé à des amis, donc des amis, on vous renvoie une bénédiction. Et finalement, vous êtes, et une femme qui attend un enfant, qui est enceinte, subit beaucoup de projections. Les jeunes mères aussi, les gens s'en rendent même pas compte, mais projettent beaucoup de choses de leur histoire. Donc déjà, ça fait que vous êtes encore plus perdu. Et c'est pour ça que c'est bien que vous puissiez en parler aussi dans le cadre de votre thérapie, parce que par rapport à votre histoire familiale et à l'histoire de votre mère, qui elle, comme vous dites, elle prie tous les jours pour que vous ayez un enfant. Vous savez plus où vous en êtes vous de votre désir, parce que le désir de votre mère il est tellement fort, et où finalement il y a la féminité, être femme, c'est forcément passer par la case maternité. Vous avez voulu échapper à ça, et vous avez eu combien raison. Vous avez fait des études, vous dites qu'il est possible de s'épanouir, d'exister autrement en tant que femme. Mais là, votre corps vous ramène, il y a cette grossesse surprise qui s'annonce. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devriez, si tenter que vous conserviez cette grossesse, avoir le même destin que votre mère. Parce que déjà, il est très différent. Et d'ailleurs, en poussant plus loin, si vous étiez un jour la mère d'une fille, par exemple, vous ne transmettriez certainement pas les mêmes choses à votre fille que ce qu'on vous a transmis à vous. Que non, j'espère que non. Déjà, vous avez été dans la transgression par rapport à votre famille, en faisant des études. Et ça coûte toujours, ça a un coût. Parce que, comme vous dites, ça vous a coûté. Oui, ça a un coût d'être dans une transgression par rapport à sa famille. Parfois, le coût, c'est le rejet. Quand votre mère vous dit, t'es pas la fille que je voulais avoir. Oui, parce que vous lui échappez. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le rejet, en fait. C'est vraiment, je me sens rejetée par ma famille, quoi. Vraiment,
je sens que je suis un petit peu le vilain petit canard qui a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est ça. C'est-à-dire que si... Je me sens pas du tout à ma place dans ma famille et je sais pas, je me dis parfois, c'est horrible, hein, mais je me dis parfois en ayant cet enfant, peut-être que j'aurais retrouvé une certaine place que j'ai jamais eue, mais en même temps je me dis que faire un enfant pour les autres, c'est pas du tout la solution, parce que si moi j'en veux pas et si j'angoisse, ne serait-ce qu'à l'idée d'avoir un enfant, alors pourquoi je le garderais juste pour faire plaisir à ma famille et pour... entre guillemets, rentrer dans la Le risque, il est là. Et c'est pour ça que vous êtes, enfin, certainement si angoissé. Parce que tout d'un coup, de façon physiologique, vous êtes ramené comme si vous étiez rattrapé presque, comme si vous pouviez pas échapper. Dire, ah oui, mais ma famille et ma mère attendent que ça, que j'ai un enfant. Et je vais quand même pas faire un enfant pour faire plaisir à ma mère. Et en soi, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est pas le désir de votre mère qui prime, c'est le vôtre. Le problème, c'est que pour le moment, vous êtes tellement parasité par plein de choses que vous savez plus où vous en êtes. C'est ça. Parce que le risque serait aussi, pour continuer à vous opposer à cette place qui vous était assignée dans votre famille de femmes et de femmes qui doivent forcément enfanter, de dire ben non, moi je vais pas suivre le même parcours et donc je n'aurai pas d'enfant. Ce qui, pourquoi pas, ça peut être un choix évidemment tout à fait délibéré et on peut très bien vivre sans enfant. Mais il est important que ce choix-là soit le vôtre et pas forcément quelque chose en réaction. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que quand j'en parlais à mon mari, je suis pas forcément dans l'idée de ne pas du tout avoir d'enfant, en fait. C'est pas du tout ça je me vois quand même plus tard avoir un enfant, mais pas dans ces conditions, pas dans l'obligation pour mes parents, pas. J'aimerais aussi pouvoir me reconstruire parce que comme je vous l'ai dit, je sors d'une dépression où honnêtement, j'apprends tellement j'apprends à me connaître, à reconstruire une vie, à savoir vraiment qui je suis et tout ça, et j'aimerais pouvoir mettre tout ça à plat. Pouvoir me dire bah voilà, maintenant ça y est, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et maintenant je suis prête à avoir un enfant. Mais je comprends très bien ce que vous dites, parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez en train de vous enfanter. Il y a quelque chose de apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, c'est-à-dire vous détacher de tous les conditionnements sociaux et familiaux qui vous collaient à la peau. Et on voit bien que ça a eu un coût, et un coût psychique terrible à payer. Mais ça veut dire que vous avez quand même trouvé la force à un moment de vous opposer. Et c'est vrai qu'on le paye toujours quand on est dans la transgression. Mais vous savez, la liberté, c'est un prix, hein, et parfois un prix exorbitant. Ouais, parce que je m'en rends compte tous les jours. Et ce cheminement n'est pas forcément incompatible avec le fait parce que parfois le problème aussi, c'est de rester quand on est dans une opposition qui était tout à fait saine là par rapport à la place qu'on voulait vous assigner, qui était de rester au foyer et de justement d'être au service des hommes et de faire des enfants. Il y a quelque chose qui peut, émerger dans votre évolution personnelle et aussi le fait de créer quelque chose de nouveau dans votre façon d'être, c'est-à-dire de pas rester simplement dans la position d'enfant vous-même et de fille. Et c'est aussi, ça peut être une façon d'accéder à un statut aussi de parent. C'est-à-dire de pas rester toujours, parce que quand on est en opposition par rapport souvent à sa mère, on peut rester dans cette position en décidant de ne pas avoir d'enfant parce qu'on a eu une histoire compliquée avec elle. C'est parfois compliqué à gérer parce qu'on reste toujours dans la position de fille. D'une certaine façon, elle a toujours une supériorité sur nous. Elle a été mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Compliqué, mais bon. Moi, je comprends. Or, il y a plusieurs façons d'être une femme, de vivre sa féminité, il y a plusieurs façons d'être une mère. Et on peut être une mère sans forcément perpétuer des conditionnements sociaux, culturels. Mais tout ça, ça nous amènerait un peu loin. Ce qui est bien, c'est que vous puissiez quand même un peu, puisque en parler dans le cadre de votre thérapie, sachant bien évidemment que là, il y a une histoire, votre médecin vous le dira, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délais légaux pour faire une interruption volontaire de grossesse, ils ont été rallongés, d'ailleurs, de 2 semaines. C'est 14 semaines d'absence de règles, on calcule d'après les dernières règles, ce qui fait 12 semaines de grossesse.
D'accord. Donc ça peut-être, renseignez-vous avec pour voir un peu ou si vous avez vu votre médecin ou un gynéco. Oui, j'ai vu un gynéco. Oui. Pour que vous ayez dans votre tête une date. De pouvoir les délais, une date butoir. Ça peut vous aider aussi, plutôt que d'être dans un flou comme ça. Donc, sachant que c'est 14 semaines d'absence de règles et 12 de grossesse. Et que pour avoir un rendez-vous, il faut parfois, malheureusement, il y a des délais un peu d'attente. Donc, renseignez-vous quand même là-dessus pour ne pas vous sentir piégé à un moment par le temps. Ça vous donne un cadre un peu, même. Et de là, ça vous laisse, vous savez, ça vous laisse le temps un peu de laisser décanter, de ne plus trop prendre d'avis autour de vous, comme vous sentez que finalement ça vous a plus perdu qu'autre chose. Oui, c'est ce que vous voulez dire, oui. Et de vous centrer vraiment sur vous. Quitte à ce que je pense qu'au vu de cette situation-là, c'est exceptionnel, je pense que la psychiatre du CMP peut vous proposer sur un temps rapproché, si c'est possible. C'est vrai que les CMP, ils ont malheureusement beaucoup de rendez-vous, ils ont un planning très surchargé, mais enfin, dans des circonstances un peu exceptionnelles, quitte à ce qu'elle vous voie, qu'elle ait plusieurs entretiens avec vous de façon rapprochée, parce que les choses peuvent évoluer, se décanter. L'important, c'est que vous soyez moins angoissé par rapport à la décision que vous prendrez. D'accord, ok, d'accord. Et puis j'ai aussi une dernière question, c'est Caroline, c'est que j'ai vraiment aussi, ne serait-ce qu'au-delà d'une pression familiale, j'ai aussi une pression entre guillemets sociale, amicale, en fait, parce que j'ai beaucoup d'amis et toutes ces amies-là ont des enfants ou ont bientôt leur deuxième, et c'est vrai que parfois je me sens un petit peu voilà quoi, je me sens vraiment pas à ma place, quoi, parce que du coup je me dis mais à mon âge, et puis voilà, j'ai toutes les conditions sont là pour que je puisse faire un enfant. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à le vivre, quoi. J'ai vraiment ça me fait mal, ça me fait mal de me dire que je suis différente, voilà. C'est toujours douloureux d'être différente. Différente, vous l'avez été au sein de votre famille. Vous avez refusé le rôle qui était tout désigné pour vous, et ça vous a coûté forcément, parce que ça se traduit malheureusement par un certain rejet de votre famille. Vous n'avez pas. C'est comme si vous rejetiez l'héritage qui vous était transmis, mais vous avez eu raison dans les faits de le faire, parce que vous ne vouliez pas rester dans cette soumission. C'est quand même quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire mais vous avez peut-être osé faire ce que votre mère n'a pas pu faire, ou vous voyez, ça renvoie à plein de choses très compliquées. Et par rapport à vos amis qui ont suivi peut-être une voie plus classique, j'entends cette histoire de l'âge d'ailleurs, parce que vous me dites 34 ans, vous en parlez comme si c'était déjà âgé pour avoir un enfant, non? C'est ça? C'est vrai que 34 ans, en général, la plupart de mes amis à 34 ans avaient déjà leur premier enfant, si ce n'est même le deuxième, et du coup, je me dis que c'est peut-être l'âge de faire le premier. Mais le problème, c'est que justement, on réfléchit toujours, ce qui nous empoisonne, c'est par rapport à des normes. Alors il y a les normes sociales, et qui sont très pesantes sur les femmes en ce qui concerne la maternité, très pesantes les normes sociales actuellement. Mais il y a aussi les normes familiales. Or, vous avez trouvé, il vous a fallu finalement, vous vous êtes construite aussi en opposition. Vous ne vouliez plus, en gros, vous le dites, être la bonne de vos frères. En tant que vous étiez la seule fille de cette famille, donc de 6, et donc votre rôle en tant que fille était dévolu, vous deviez servir vos frères. Vous avez décidé qu'il en serait autrement, et que contrairement à l'avis de votre père, pour qui une fille ça doit pas faire d'études et ça doit rester à la maison, vous avez décidé de faire des études. Vous êtes sacrément forte. Il faut être sacrément fort pour s'émanciper d'un schéma familial tel que le vôtre.
Alors après, vous, au moment finalement où vous réussissez et où peut-être en plus dans votre travail, vous ne trouvez pas à ce moment là l'épanouissement que vous espériez trouver, peut-être que là tout s'effondre, comme si au fond tout ce pourquoi vous vous étiez battu, ça servait à rien au fond dans ce travail pour lequel vous avez du temps vous battre et pour faire vos études et pour trouver ce job et finalement vous n'êtes pas heureuse. Donc là vous vous dites mince, c'est comme si alors est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'aurais peut-être dû suivre le chemin qui était tout tracé? Moi c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a de quoi être perdu. C'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que votre famille a dû avoir beau jeu de vous dire, bah tu vois, finalement, tu vois où tu en es aujourd'hui, tu bosses plus. Bon. Ouais, c'est exactement ça, c'est que du coup, ils enfoncent même le couteau dans la plaie et puis ils font vraiment rappeler que bah voilà, tout ça pour rien. Oui, donc il y a le poids de la culpabilité parce que même si c'est toujours difficile même si la liberté elle est à ce prix-là souvent. D'oser transgresser un modèle familial, une place comme ça que l'on devait suivre de façon immuable, c'est toujours au prix d'une certaine culpabilité. Et là, finalement, tout s'enchaîne. C'est-à-dire au moment où, dans votre travail, malheureusement, pour des raisons qui, évidemment, hautes, vous n'avez pas trouvé l'épanouissement que vous recherchez, vous vous dites, comme vous dites, tout ça pour ça. D'accord. Vous pouvez faire un constat, mais n'oubliez pas qu'il a fallu vous battre pour en arriver là et que ça vous a demandé aussi beaucoup d'énergie, tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux du tout. Et que là, évidemment, il y a cette histoire qui pèse, mais la priorité, c'est de savoir où vous en êtes, vous. Et quand vous avez prouvé déjà que vous pouviez inventer une nouvelle façon d'exister. Alors, vous en avez payé le prix fort, c'est vrai. Mais attention de ne pas continuer toujours à être dans une opposition qui à un moment pourrait se retourner contre vous, parce que l'important, ce qui compte, c'est votre désir à vous. Ouais, c'est vrai. Donnez-vous un peu et dans ce que vous êtes en train de c'est finalement vous êtes en train vous-même de vous mettre au monde différemment et ça prend du temps aussi. C'est pas forcément incompatible avec le fait de mettre au monde un enfant. Parce que déjà, heureusement, ça prend un peu de temps. Ça prend déjà 9 mois. Et en 9 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis l'enfant, quand il vient au monde, vous n'avez pas un adolescent ou quelqu'un qui va s'opposer à vous. Vous avez un bébé, c'est fatigant. Mais enfin, ça laisse le temps, voyez. Et vous allez continuer à évoluer. Et donc, parfois, on voit tout dans un temps très raccourci. Mais vous verrez. L'important, c'est que vous arriviez à vous affranchir un peu, même si c'est compliqué parce qu'il y a ces délais aussi pour l'IVG dans un temps court. Bon, d'arriver quand même à prendre une solution qui à ce moment-là vous paraît la plus acceptable pour vous. Et si vous vous dites que c'est pas le moment, que vous vous sentez peut-être encore trop fragile ou que pour le moment vous avez surtout besoin vous encore de vous renforcer, eh ben ça veut dire que c'est pas le moment. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez en accord avec ça. D'accord ? Ouais, d'accord. Et vous avez raison de n'en parler plus trop à votre entourage. Parce que ça risque de vous fragiliser. Oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'en parlant à mes amis, ça m'a encore plus. J'en suis revenue en. J'en ai parlé à 2 de mes amis et j'en suis revenue en pleurant parce que du coup, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un procès, quoi. Enfin, c'était vraiment. Oui, bien sûr, on comprend mieux. Enfin, voilà quoi. Mais comment tu peux ne pas garder? C'est pas possible. T'es mariée. Mais qu'est-ce que t'attends? Oui, c'est ça. Mais là, on est dans quelque chose de très normatif. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais là aussi, je vous dis, c'est pas parce que il faut que vous arriviez à faire un peu la part des choses. Mais je pense que la psychiatre qui vous connaît, qui vous a accompagné, qui connaît votre histoire, pourra vous aider aussi à y voir plus clair, même si c'est dans un temps un peu rapproché. Il y a Frésia c'est une auditrice qui vous recommande de voir en replay l'émission La Grande Librairie de ce soir. Vous savez, vous connaissez l'émission sur France 5 ? Oui, je connais, oui. Oui, elle est vraiment très... Et alors justement, ça traitait du féminisme. Attendez, il faut que je retrouve le message. Sur le féminisme, alors il y avait Elisabeth Badinter, des auteurs très intéressantes, dont une essayiste d'origine maghrébine, dit Frésia,
et c'est Fatia Agag Boujalat. D'accord. Okay. Voilà. Donc en tout cas, ça peut être intéressant sur vous qui êtes dans ce questionnement et qui avez osé, eu le courage, parce qu'il en faut du courage et de la force. Même si après, parfois, il y a une culpabilité qui peut s'en suivre. Mais vous avez déjà un parcours, je trouve, très intéressant, et ça montre que vous avez quand même beaucoup de ressources. Bon. Oui. Bon, très bien. Certainement. Le parcours que vous avez jusqu'après. Et vous êtes jeune, hein. Je veux dire, pour déjà avoir tout ce parcours-là, c'est jeune, 34 ans, n'oubliez pas. J'ai l'impression, quand j'écoute les gens autour de moi, 34 ans, c'est voilà, quoi, tu devrais déjà... Oui, mais n'ont pas fait tout le cheminement que vous avez fait, certainement. Ouais, c'est vrai. Elles n'ont pas fait tout ce combat intérieur que vous avez dû mener contre votre famille, contre vous-même. Vous voyez. Donc là, arrêtez tous ces discours très culpabilisants. On revient aux normes sociales. Il faut arrêter ça. Vous en avez assez déjà avec votre famille. Alors écoutez pas en plus les discours qu'on tient sur la maternité. Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui ont leur premier enfant à 40 ans. Hein. Donc bon. Oui, mais c'est ce que... Alors, en fait, en plus, quand vous dites ça, mais moi, c'est vraiment entre guillemets... Alors, j'ai pas vraiment d'âge fixe dans lequel, mais c'est vrai que je me laissais plutôt encore peut-être 4-5 ans, histoire de vraiment faire ce que j'ai envie de faire, enfin, voilà, de prendre le... Alors après, vous savez, il y a aussi un autre problème, mais je conclurai là-dessus, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout contrôler, y compris nos désirs, enfin le désir d'enfant, c'est vraiment, là je le projette là, c'est le bon moment ou quoi. C'est quelque chose qui, heureusement, nous échappe un peu d'ailleurs. Je dis heureusement parce que, pour le coup, une grossesse, elle s'invite parfois à un moment où ça bouscule, et puis d'autres couples qui disent là, ça y est, c'est le bon moment, on a la maison, on a tout est prêt, et puis l'enfant, il vient pas. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même un domaine qui échappe à notre contrôle. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je me pose la question de savoir si j'avorte ou pas, en fait. Parce que je me dis, Bien sûr. Voilà, peut-être que tu n'auras pas forcément la chance plus tard de pouvoir faire un enfant. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de le faire ou pas? Donc c'est aussi des questions que je me pose et oui, effectivement. C'est compréhensible au vu de votre parcours, au vu de votre histoire, et c'est compréhensible et parfaitement légitime les questions que vous vous posez. Ça montre que vous êtes quelqu'un de très responsable. D'accord. Et certainement plus fort que vous ne le pensez, pour avoir déjà effectué tout le parcours que vous avez eu. Et vous avez la chance, quand même, on en a peu parlé, mais d'avoir un homme auprès de vous qui vous aime et vous soutient, y compris dans ces moments difficiles que vous venez de traverser. Et ça compte. Vraiment, c'est mon pilier, c'est vraiment... Oui, et ça compte. Vous n'êtes pas seul. Il m'a aidé totalement dans ma dépression, il a toujours été là pour moi, et voilà, sans lui, je pense que je ne serais pas où j'en suis maintenant, et voilà, donc... Dites-lui peut-être que vous aimeriez qu'il se positionne un peu plus, que ça vous aiderait, que c'est lourd, que ça repose uniquement sur vos épaules. Oui. Poser vraiment la question de savoir ce qu'il veut vraiment, sur quoi il pencherait plus, et peut-être que ça me donnerait plus. Et si jamais, j'y pense là, au CMP, la psychiatre ne pouvait pas vous recevoir plusieurs fois avant les délais, vous savez, les délais légaux là d'IVG, voyez peut-être avec un centre de planification familiale, il y en a à l'hôpital, vous pouvez rencontrer, il y a des conseillères conjugales qui peuvent donc dans des temps plus courts vous donner un rendez-vous, y compris avec votre mari peut-être. D'accord, ok. Vous voyez, ça peut être, pour en discuter tous les trois. Ça peut être pas mal, ça, pour vous aussi. Vous vous sentirez un peu moins seul face à ce choix. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais, c'est vrai, comme ça que ça m'inclurait aussi. Donc, pensez au centre de planification familiale. Souvent, c'est au sein d'un hôpital. Parfois, c'est dans une structure, mais vraiment le planning familial. Il y a des conseillères conjugales et qui peuvent vous recevoir comme ça, en couple. D'accord. Ok, très bien, parfait. D'accord, c'est noté. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup, Caroline, pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie, Inès. Ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Tant mieux. Bonne nuit à vous. Allez, au revoir. Soirée. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne.
Un petit message pour Inès, je ne sais pas si elle entendra, si elle a rebranché sa radio. Emma qui dit, de toute façon, cette décision vous appartient en propre, hors des normes, et des clichés. Sentez-vous libre de décider. Et il y a Pioup qui fait une interprétation très lacanienne de votre prénom, Inès, qui dit c'est son vrai prénom, un pseudo, parce que Inès, Pioup, oui, c'est très lacanien ce que vous nous faites. Bien vu. Allez, on va maintenant accueillir Michel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. De vous parler. Mais moi aussi. Merci pour la chanson de Julien Clerc, c'est un de mes préférés. Ah, je savais pas alors. Alors peut-être qu'ils l'ont fait exprès en régie. Je vois Fifi qui lève les bras au ciel, qui dit ouais, peut-être que vous avez décidé ça avec lui. Non, le mieux c'est que j'ai deviné que c'était Julien Clerc et comme ça au hasard, et Paul n'en revenait pas. Je lui dis non, je suis pas voyant pourtant, mais c'est parce que je suis fan. Ah, vous êtes fan de Julien Clerc. Oui. Les premières notes de musique, vous avez reconnu. Ben voilà, bon, je l'ai senti comme ça, j'ai dit tiens, bon. Bon, alors c'était spécialement pour vous, mon cher Michel. Merci bien. Eh bien voilà, oui, mon histoire, en fait, c'est une histoire d'une relation où je suis sorti pendant 10 ans avec une personne en qui je croyais. Je croyais vraiment que la relation prenait une tournure plus sérieuse encore. Mmh. Et c'est terminé il y a une semaine. Au départ, il était convenu que la personne ait fait le deuil de sa vie passée. Et ensuite, j'ai découvert il y a une semaine que non, elle était encore en relation avec l'homme avec qui elle sortait ou qu'elle vivait. Mmh. Et au moment où justement on envisageait de vivre ensemble. Donc après, j'ai perdu un peu confiance. Quoi, oui. Bah oui, je comprends. C'est un peu difficile. Je m'en suis remis depuis, mais après, je vais devenir un peu plus méfiant par la suite. C'est forcément, après. Si vous étiez en plus à vous projeter dans l'avenir, à envisager d'habiter ensemble, mais elle le revoyait depuis peu, cet homme ? C'est-à-dire que c'est lui qui l'a relancé à chaque fois et oui. Cette personne avait du mal à dire non. Vous voyez, c'est une personne assez fragile. Peut-être était-elle encore amoureuse, mais apparemment l'homme était assez violent avec elle. Ah bon, en plus ? Et oui, tous ses amis lui disaient fais attention, c'est pas un homme sérieux. Il est nerveux, quoi, comme ça. Quand les choses ne vont pas, il a tendance à partir au quart de tour. Donc après, c'est elle qui a fait son choix, que voulez-vous. Mais bon, sur le moment, ça vous prenez un coup. Puis après, vous réfléchissez, vous vous dites bon, la vie n'est pas complètement finie. Mais on se méfie quand même. Évidemment. Mais c'est-à-dire que vous en avez pu en parler avec elle, parce que vous parlez de choix, oui, mais alors finalement quel choix de repartir avec un homme violent ? C'est-à-dire vous dites est-ce qu'elle était amoureuse ou sous emprise, finalement très fragile encore ? Oui, elle était assez influençable, cet homme-là. Je pense qu'il la manipulait comme il voulait, quoi. Enfin, il s'en servait, quoi, d'après ce que ses amis m'ont dit. Ça a duré quand même pendant longtemps, et puis finalement, ils n'ont pas fait leur vie ensemble. Mais donc, vous étiez depuis 10 ans avec cette femme ? Nous sortions ensemble tous les soirs, et la relation prenait une tournure sérieuse, où on s'était projeté dans l'avenir. Ah oui, donc au départ, c'était une amie ? Au départ, c'était une amie. Donc, au départ, elle se confiait à vous sur sa vie sentimentale, sur ses relations là avec cet homme ? Et non, il était convenu que... oui, nous en parlions, bien sûr, mais au départ, elle m'a dit que cet homme-là, c'était terminé, quoi, qu'elle avait suffisamment souffert avec lui, qu'il avait même été violent physiquement. Alors, oui, effectivement, tu as bien fait d'avoir arrêté avec lui. Mm-hmm. Ça t'aurait mené à rien. Mais ça faisait simplement depuis quelques semaines, quelques mois que vous vous rapprochiez, que vous aviez une relation amoureuse. C'est ça, voilà. Et donc, elle m'a avoué que cet homme-là la relançait, puis qu'elle n'avait pas la force de refuser de le voir, quoi, oui. Malgré tout. Et elle était séparée de lui depuis combien de temps ? C'était récent ? Non, pourtant il y a longtemps, depuis 2001 quand même, La relation s'était terminée entre eux, mais certainement, secrètement, elle devait avoir des contacts téléphoniques avec lui. Peut-être le voir. D'après ce que m'ont dit quelques-uns de ses amis. D'accord. Mais j'avais quand même un doute au départ. Vous savez, quand une personne vous dit « je vais faire le ménage dans ma vie et tout, ce sera sérieux maintenant ». Elle était certainement sincère quand elle vous le disait, le pire. Elle était certainement
je pense qu'elle ne vous mentait pas à ce moment-là, qu'elle avait réellement envie de faire le ménage et d'aller vers quelque chose de plus constructif. Ouais. Mais la plupart de nos choix, c'est pour ça que je rebondissais sur le mot choix, sont dictés par des motivations inconscientes. Et ça, on l'oublie. Et particulièrement dans le domaine amoureux. On croit choisir de façon délibérée, volontaire, rationnelle, mais en fait, on est choisi. C'est tout ce que l'on a vécu précédemment, c'est notre inconscient qui mène la danse beaucoup dans le domaine amoureux. Pourquoi il y a des... On ne fait que suivre, alors, d'après ce que vous dites. On ne fait que ressentir et suivre la personne. Souvent, on retrouve des émois, des émotions à travers une personne qu'on a déjà connue, et malheureusement, parfois, y compris dans des scénarios tragiques. D'accord. C'est le propre de la répétition, c'est ce qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle la névrose. Hein. C'est-à-dire que les partenaires changent dans le domaine sentimental, mais au fond, on retombe toujours dans le même type d'histoire. Ouais, C'est-à-dire on reproduit un schéma. Oui. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que cette femme, au vu de un peu ce que vous me dites d'elle, je pensais que vous étiez ensemble depuis 10 ans et que là, elle part pour retrouver un homme. Bon, ça aurait été un peu différent. Ouais. Non, je pense qu'elle, je peux me tromper, mais je pense qu'elle ne vous a pas menti quand elle vous disait qu'elle avait envie de faire table rase, de repartir sur de nouvelles bases. Elle était certainement sincère. Et elle c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai senti. Et c'est là où je pense que vous ne vous êtes pas trompé à ce moment-là. Elle était sincère à ce moment-là, mais qu'elle a été reprise dans quelque chose qu'elle ne contrôle pas. D'accord. D'un phénomène un peu d'emprise, d'autant plus s'il y a de la violence, quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et où elle replonge. C'est plus fort qu'elle, quoi. Oui. Malheureusement, elle est obligée de suivre, comme beaucoup de gens. Elle est agie plus qu'elle n'agit, oui. Ah, oui. Je rebondis parce qu'on va continuer à en parler, mais sur cette histoire de la difficulté de faire confiance aujourd'hui. On va continuer à en parler, hein, d'accord ? Très bien. Michel, pardon, ne raccrochez pas. À tout de suite. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. On est ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Alors si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil parce que des questions tournent en boucle dans votre tête, si vous avez des soucis qui vous préoccupent beaucoup, n'hésitez pas à composer le 39 21 pour en parler avec moi. Pour le moment, on va retrouver Michel. Vous êtes là ? Toujours là, chère Caroline, où nous parlions à l'instant de la perte de confiance. Ben oui, parce qu'évidemment, vous étiez attaché à cette femme qui était une amie au départ, et puis vous vous êtes rapproché parce que elle s'est ouverte à vous, elle vous a parlé d'elle, des difficultés qu'elle rencontrait, et au point finalement d'envisager de vivre ensemble, ce qui n'est pas rien. Non, ça a pris une tournure drôlement sérieuse où on y croit vraiment, comme dans ces histoires-là. Mais là, vraiment, je suis en perte de confiance, quoi. Et donc, je me trouve même bien comme je suis actuellement, parce que le temps de réfléchir, de se dire ensuite, il faudra que je sois prudent la prochaine fois, mais pas trop méfiant non plus, parce que sinon, ça risque de déraper aussi. Vous voyez ? Oui, non, mais là, je pense que cette femme, elle est un peu rattrapée par son passé, par ses démons. Je pense qu'elle a eu du mal à faire le deuil de sa vie passée. Mais oui, comme vous me l'avez dit d'ailleurs. C'est ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été sincère avec vous et que vous vous êtes fait trimballer pendant tout ce temps, ce qui évidemment est toujours très désagréable. Là, je comprends que vous soyez déçu et malheureux, évidemment, puisque vous étiez attaché à elle. Mais au vu de ce que vous me dites, j'ai pas le sentiment qu'elle vous a manipulé. Je pense qu'elle était réellement sincère et que vous ne vous êtes pas trompé. Simplement, elle a, je pense, été rattrapée, où elle replonge, elle va dans une relation. Parfois, vous savez, on est attiré, et justement, on ne sait pas pourquoi on est attiré par des personnes qui nous font du mal.
Mais oui, c'est souvent ce que j'entends dans cette émission, où on est souvent attiré par des gens qui vous font du mal. Alors, je ne sais pas de quoi est fait le destin, quoi. Voilà, il est fait de personnes, justement, qui vous font pas évoluer. Il est fait de l'histoire que l'on a vécue auparavant. Oui, et ça, on l'oublie trop souvent. Et quand on est pris comme ça dans un scénario de répétition, ça vaut le coup de se pencher dessus, parce que sinon, comme vous dites, la vie passe et on n'évolue pas. Et c'est vrai que j'ai eu tendance moi-même souvent à retrouver les mêmes personnes, le même genre de personnes. J'ai déjà fréquenté des gens aussi avant cette personne-là, et quel souvent... même genre de femmes alors rencontrez-vous? La même chose, des personnes un peu perdues, fragiles. qui ne savaient pas dire non à leur relation ancienne, qui repensaient même et qui m'évoquaient leur histoire. Chaque fois, elles me racontaient carrément ce qu'elles avaient vécu. Donc vous voyez qu'il y a toujours un retour en arrière, où les personnes n'arrivent pas à avancer. Mais quand vous parlez de confiance, en vous écoutant, je me dis que c'est peut-être à vous-même, vous devriez vous faire un peu plus confiance. J'ai même du mal, moi-même, à retrouver ma propre confiance. Ou à la trouver. C'est bien alors. Tout dur, espoir n'est pas perdu. Non, mais Michel, parce que si ça voudrait dire que les femmes dont vous êtes tombé amoureux, dont vous êtes au départ, vous êtes rapprochés plutôt sur un mode de confident, un mode amical. C'est-à-dire, vous êtes tombé amoureux après un peu une relation où vous étiez plutôt confident. Disons que vous avez tout à fait raison. Au départ, j'étais jamais parti sur des relations sérieuses. C'était plutôt des amitiés où moi-même j'étais pas prêt à ces époques-là. J'étais pas encore comme je suis maintenant, où je pense à des relations beaucoup plus stables. J'avais pas le même âge. Mais j'ai eu tendance à rencontrer à peu près le même genre de personnes, quoi, qui n'étaient pas sorties de leur vie qu'elles avaient vécu avant. Voilà, c'est ça. Déjà, en prendre conscience et se donner les moyens d'évoluer et de changer. Déjà, oui, c'est la première chose à faire. Oui, parce que parfois on est pris dans quelque chose, on ne s'en rend même pas compte en fait. Oui, puis on se pose plein de questions. Oui, sur l'autre, mais jamais sur soi. Ah oui, alors que c'est sur soi qu'on doit s'interroger. Et d'ailleurs, vous dites aussi quelque chose d'important. Vous dites, vous admettez qu'au fond, à un moment, vous n'étiez pas prêt à vivre vraiment quelque chose. J'étais plutôt rêveur, moi. Oui, je voulais simplement, sortir, rattraper le temps où je sortais pas quand j'étais très jeune. J'étais assez, je me confiais pas facilement. Et par la suite, j'ai voulu rattraper les périodes où je ne sortais pas du tout. Donc, pourquoi vous ne sortiez pas? J'étais dans ma bulle, hein. J'étais rêveur, je manquais adolescent, de confiance en moi. Jeune homme. Moi, j'avais du mal à m'inscrire dans le monde social. Je trouvais pas ma place. Même encore maintenant, j'ai encore un peu de mal aussi, vous voyez. Où je me suis retrouvé dans pas mal d'histoires dans l'émission, où beaucoup de gens vivent à peu près ce genre de choses. C'est ce qui est rassurant, parce que quand on se sent comme ça un peu décalé, qu'on a du mal à trouver sa place, d'entendre des témoignages où d'autres comme ça se disent aussi décalés, c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul, même si c'est pas ce qui fait avancer, mais quand même. Mais oui, comme vous dites, c'est rassurant. Après, il reste à y travailler. Oui. C'est très long. Et comment vous y travaillez alors? Eh bien, déjà en écoutant le témoignage des autres personnes, et bien sûr que je ne peux pas faire le travail moi-même, mais j'ai du mal à me confier comme ça à des personnes, parce que vous voyez, je pense que c'est moi-même qui dois me poser les bonnes questions et m'en sortir par moi-même aussi, vous voyez. Les gens ne vont pas tout faire à ma place. Non, c'est vrai. Je suis assez dur avec moi, mais c'est dans le bon sens. Vous voyez, c'est une forme de lucidité. Alors, la lucidité rend pas les choses forcément plus faciles à vivre, mais en tout cas, vous avez raison. C'est pas les autres qui peuvent faire le boulot à votre place. Voilà, même vous pouvez rencontrer un tas de personnes, psychologues et tout ça, mais il reste toujours à soi-même de trouver les clés pour démarrer la voiture. Vous voyez, je fais un peu de théorie. Mais bon, c'est toujours à soi-même qu'on doit
chercher à avancer. Mais il faut en avoir le désir en tout cas. Ça, c'est vrai que même si vous faites un travail sur vous, si vous n'avez pas le désir au fond d'évoluer, les choses ne bougeront pas. Tout se sent, Caroline, tout se ressent à différentes périodes. Vous voyez, on n'est jamais pareil. Il y a des périodes, elles sont changeantes. Heureusement, on évolue. En fait, même quand on pense que rien ne bouge, en fait, tout est changement. Vous avez raison. Mais au-delà de ça, là, le maître mot, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que comme vous avez du mal à vous faire confiance, donc dans la relation de séduction, dans la relation, c'est là où ça devient d'autant plus compliqué. Et c'est-à-dire qu'il est plus simple pour vous, mais comme pour beaucoup, de se rapprocher d'une femme, là en l'occurrence, en prenant la position un peu d'ami, de confident. C'est-à-dire que vous n'osez pas d'emblée, au fond, vous placer en tant qu'homme et en tant qu'homme qui, après tout, désire cette femme, désire partager un moment, une histoire avec elle. Eh bien, maintenant, je me dis que ça serait utile parce que j'ai quand même passé l'âge d'écouter des personnes sans qu'il y ait un avenir avec elles. Vous voyez, le but, c'est à un moment donné de construire, mais il faut vraiment sentir que l'on est prêt à être avec quelqu'un. Vous voyez, vous sentir que c'est réciproque. Déjà, il faut se sentir prêt soi. Il faut en avoir le désir et se sentir prêt. Parce qu'on peut en avoir le désir et au fond ne pas être prêt et tout mettre en œuvre pour que l'histoire capote. Aussi. C'est clair. Encore faut-il tomber là-bas. Je pense que ce jour-là, comme on dit, on trouve la bonne personne. Tout est une Alors après, c'est trouver la bonne personne, comme vous dites. Il y a aussi un facteur chance, mais il y a un facteur de disposition intérieure. C'est clair que parfois il y a des personnes qui sont très actives dans leur recherche pour trouver l'âme sœur, mais si il y a une part d'elles-mêmes qui n'est pas prête, de toute façon, oui, elles vont faire des rencontres, elles vont vivre des histoires, mais toutes vont capoter. Mais elles mettront ça sur le dos de l'autre. Puisque si elles n'ont pas, quand on n'a pas encore cette capacité d'introspection que vous avez, on peut toujours s'en remettre à l'autre, dire c'est l'autre qui n'était pas assez ci ou trop ça ou bon. Oui, c'est sûr qu'il faut d'abord s'interroger sur soi déjà avant d'accuser la personne. Oui. Bon, à moins que la personne ait vraiment tort. Mais ça peut arriver. Mais en général, il faut déjà démarrer par soi, pour savoir. Mais en l'occurrence, l'histoire dont vous me parlez et qui se répète un peu pour vous, sont des femmes qui étaient pas tout à fait déliées encore d'une histoire qui pesait dans la balance et vous, il faut être prêt à faire une place à l'autre. Or, si on n'est pas dans sa tête, dans son cœur, sorti d'une histoire, on n'arrive pas à faire de la place à une nouvelle personne. Ah oui, effectivement, il faut vraiment avoir rangé son histoire passée parce que sinon ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas. Puis ça se ressent. Vous voyez, on sent quand une personne n'est pas prête à faire une vie sérieuse. Vous voyez, on le sent quand même. Ça, dans la manière de se comporter ou de le répondre, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous indique. Mais cela dit, il n'est pas exclu là. J'étais en train de réfléchir que cette femme vous recontacte, hein, parce qu'elle va, si cet homme, elle peut replonger dans les mêmes affres dans lesquelles elle se trouvait. Et ça sera à vous de voir, faites attention, parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous soyez un peu piégé dans cette relation avec des allers-retours et quelqu'un qui a des choses à régler de son côté. Vous voyez, à un moment, il faut savoir aussi lâcher l'affaire et avancer, quoi. Mais j'ai lâché l'affaire, d'ailleurs, j'y suis assez dur sur ce sujet-là, que non, je ne reviendrai pas avec cette personne, parce que je sais que de toute façon, c'est une personne fragile, qui ne sait pas dire non, qui n'arrive pas à avancer. Le reste, je sais qu'elle va recontacter cette personne. Ça la regarde maintenant. Et non, j'ai pas envie de perdre non plus mon temps. J'ai quand même perdu 10 ans. C'est beaucoup. Mais vous n'avez pas attendu 10 ans. Ça fait 10 ans que vous aviez des vues sur elle. Disons que je la connaissais depuis 10 ans et j'ai senti qu'au départ,
par la suite, ça pouvait donner quelque chose de sérieux entre nous. Mais oui, alors là, effectivement, c'est un peu long. Mais peut-être que ça correspondait à ce moment-là que vous n'étiez pas prêt, véritablement, vous, à vous engager. Que dans un sens, ça vous convenait, d'une certaine façon. Au départ, c'est par la suite que les choses ont changé. Bon. Pour devenir plus sérieuses. Parfois, quand on se connaît un peu mieux, justement, on perd un peu moins de temps. Il s'agit pas, l'amour, c'est pas de l'utilitaire, mais c'est-à-dire qu'on s'embourbe un peu moins dans des relations qui ne mènent nulle part, finalement. On a une petite voix intérieure qui dit, bon, allez, c'est bon. Non, je vais essayer de passer à quelque chose de plus sérieux, de plus constructif. Oui, et c'est à vous, il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que, comme vous dites, vous avez aussi, vous, entre-temps, évolué, bougé, et aujourd'hui, vous êtes désireux d'être dans une histoire où vous avez toute votre place. Et de faire véritablement la place aussi à quelqu'un. Voilà, en étant sûr que chacun est vraiment dans l'avenir, quoi, plutôt que dans le passé. En tout cas, forcément, quand on avance en âge, on rencontre des gens qui sont pas vierges de tout passé, c'est évident, mais qui ne vont pas le remettre sans arrêt sur la table, quoi. Vous n'êtes pas là pour qu'on vous présente l'addition pour les autres, hein. Ça va. Ah non. Voyez, sûr, hein. Au bout d'un moment, non, ça marche pas. Ça suffit, ça marche quoi. Pas éternellement. Vous voyez, bon, parce que c'est bien joli le rôle du confident qui écoute les plaintes, mais ça va. Ah ouais, à un moment donné, je me suis dit à moi-même, c'est bon, je ne suis pas psy, voilà. Je peux pas m'amuser à faire ça. Vous voyez, je suis pas compétent pour ce genre de choses. Je l'ai ressenti. Hein. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs finalement, est-ce que les sites de rencontres ne vous permettraient pas de vous positionner d'emblée comme un partenaire amoureux potentiel ? Pourquoi pas ? C'est possible, j'ai déjà essayé, mais peut-être que je suis pas tout à fait prêt moi-même. Vous voyez, il faut déjà le prendre. Mais ça peut être intéressant. J'ai déjà essayé, mais là, je tombais sur des gens qui allaient un peu trop vite. Vous voyez. Il faut trouver la juste mesure. Voilà. Alors, à un moment, vous alliez vous un peu trop lentement. Voilà. Il faut trouver, puis peut-être qu'à un moment, ça va avoir son charme. Cela dit, oui, les gens qui d'emblée, vous les connaissez depuis 2 jours et qui déjà se projettent avec vous, vous avez raison, un peu de prudence. Ça va un peu vite, ouais. Et puis parfois, il y a des relations où les choses se font un peu simplement comme une évidence. On est bien ensemble, tout simplement. Oui, on a envie de se voir et puis les choses se font tranquillement et parce qu'on est prêt. Des fois, on ne se pose pas de questions, les choses, elles se font comme ça. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai que ce que vous dites. Il y a des moments comme ça dans la vie où tout est simple. Et puis, non, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des périodes où ça fonctionne mieux que d'autres. Oui. Voilà. C'est une question de chance, hein, mais bon, il y a un facteur chance, mais... Il faut se la donner aussi, la chance. Hein. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne de trop. Oui. Elle ne vient jamais. Mais vous me semblez quand même... il faut la saisir, surtout. Voilà. Mais vous me semblez prêt, hein. C'est comme dans tous les domaines, c'est ce que je dis à certaines personnes qui ont tendance à se lamenter. Je leur dis non, n'attendez pas, il y a rien qui viendra. Je pense qu'il faut y aller, quoi. À un moment donné, c'est ça. Faut savoir ce qu'on veut faire. Hein. On veut rester fixé comme ça à attendre, ou alors vous avancez. Maintenant, tout dépend. Hein. C'est quand on est blessé, on voit pas les choses pareilles. Ce que je peux comprendre. Hein. Bon, mais là, c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous restiez trop sur... Alors évidemment, c'est un investissement, ça fait 10 ans que vous la connaissiez, mais cette femme, elle n'est pas libérée de son histoire, vous n'y pouvez rien, vous n'êtes pas responsable, c'est à vous qu'il faut faire davantage confiance et vous positionner, je pense, d'emblée dans une relation où vous vous affirmez, oui, comme un homme désirant, désireux de vivre une histoire, Vous pouvez vous l'autoriser, ça. Ah bah oui, et il y a des femmes qui seront prêtes à le recevoir et à l'accueillir avec beaucoup de plaisir. On ne sait jamais, vous savez. Vous n'êtes pas obligé d'y aller comme ça, par petits pas, voyez ? Allez-y, directement. Marche. Oui, allez-y. Sautez 2-3 marches d'un coup, là. Comme on dit, il faut se jeter à l'eau. Allez, jetez-vous à l'eau. On ne sait jamais. S'il y a des gens qui ont envie de parler avec moi, qui ont vécu cette histoire... Si on a des contacts pour vous, promis, Michel, on vous les transmettra avec plaisir. Écoutez, j'ai été heureux d'entendre vos conseils. Ça va toujours m'éclairer, hein, Caroline. J'espère. Bonne chance, alors. Merci à vous, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir. Au revoir, Michel. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait tout bizarre de vous... J'entends ça, oui. Tout bizarre de vous avoir au téléphone et bonsoir à tout le monde, en fait.
Donc, je vous appelle suite à en fait une relation que j'ai eue qui a été un petit peu interrompue, enfin qui est en stand-by en fait pour l'instant, et donc je me pose beaucoup. Sur cette interruption de la relation, vous demandez. En fait, donc c'est une personne que j'ai rencontrée par le biais d'un site en fait, en début septembre 17. Et en fait, on s'est rencontrés, on s'est appelés assez rapidement. Il y a eu une osmose qui s'est fait, un rapprochement qui s'est fait assez vite, en fait. Oui. Du fait qu'on habite tous les deux dans la même région, en fait, dans la région lyonnaise. Oui. Et quand on s'est appelé la première fois, avant, on a eu un petit peu de discussions par mail. Et quand on s'est appelé, en fait, on a découvert qu'on était du même coin, en fait, du même quartier, etc. Qu'on avait même pratiquement des amis en commun. Ah oui, c'est étonnant ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc ça ça a créé une complicité, voilà, quoi, immédiatement. Ça a fait tomber des barrières. Oui, oui, forcément. Voilà, beaucoup de barrières. Et en fait, quand après je lui ai demandé si elle voulait qu'on se voie, il n'y a pas eu de souci, ça s'est fait hyper naturellement en fait. Et là, vous vous êtes plus, parce que après vous auriez pu avoir un échange très sympathique, chaleureux, vous trouver plein de points communs, mais ne pas ressentir d'attirance. Voilà, tout à fait. Mais là, il y a eu un flash. Il y a eu tout ça. En fait, il y avait déjà, par rapport au fait du site, par rapport, vous savez, au profil, en fait, où on s'était déjà plu. Vous aviez vu les photos déjà ? Tout à fait. D'accord. Oui. Il y a aucun souci par rapport à ça. C'est une personne qui me plaisait, et puis je lui plaisais, donc par rapport à ça, par rapport au profil, proprement dit, il y avait aucun souci, en fait. Et donc, du fait d'être de Lyon, enfin, je sais pas si je peux, enfin, de Lyon, elle et moi, et du même coin, en fait, ça a fait tomber beaucoup de barrières. Donc, on a décidé de se voir, disons, assez rapidement. Elle m'a proposé de venir chez elle, ce que j'ai fait. Après, on a télémangé à l'extérieur. Et on s'est revus très régulièrement, ou si on ne se voyait pas, on s'appelait, on s'envoyait des SMS très. Oui, donc ça a démarré très vite et très fort entre vous, quoi. Vous étiez, ça a démarré très vite et très fort entre vous. Très fort. Peut-être maintenant avec le recul, je me dis peut-être trop fort. Trop fort. Eh oui, parce que ça s'est arrêté de la même façon aussi, brutalement. Trop fort. Et en fait, c'est une personne qui fait beaucoup de projets à mon avis, à très long terme. C'est-à-dire que elle parlait au bout de quelques semaines déjà, où moi je commençais vraiment à me rapprocher de cette personne. Elle, c'était beaucoup plus fort apparemment, enfin à mon ressenti, beaucoup plus fort, ou en tout cas ce qu'elle me disait, beaucoup plus fort que moi. Elle me parlait beaucoup d'avenir. Donc moi j'ai 57 ans, cette personne a à peu près le même âge que moi, à quelques mois de différence. Donc elle me parlait déjà d'avenir, d'éventuellement de partager notre vie ensemble, de se marier même. Ah oui. Oui, elle était très enthousiaste. Alors, la raison du mariage, elle est un petit peu simple et compréhensible. C'est du fait que la maison où elle habite, elle est propriétaire, et moi, où j'habite, je suis locataire. Et en fait, dans son projet, ce qui était tout honorable à elle, en fait, c'était qu'elle me disait le jour où je disparais, t'es pas à la rue. Ah oui, elle voulait vous mettre à l'abri du besoin. Bon, c'était très généreux de sa part. Généreux et puis honorable, c'est extraordinaire. Et en fait, moi, ça me faisait un petit peu peur, tout ça. Mais quelque part, j'étais super
super content et enfin très heureux de vivre ça, quoi, en fait. Et donc on a passé donc des moments extraordinaires, enfin bien, très bien, tout coulait, tout roulait bien. Oui. On a passé un Noël très bon. Vous étiez tous les deux à Noël ou... Oui, tout à fait, oui. D'accord. En fait, elle vit avec sa maman, en fait, qu'elle a récupérée pour les fêtes. Oui. Voilà. Donc vous avez fait la connaissance de sa maman. Quelques semaines avant, hein, voilà, avec qui il n'y a pas eu de soucis, il n'y a rien de... Pas de problème, rien, au contraire, parce qu'elle me disait, entre guillemets, mamie, elle était à la bonne, t'as tout gagné, voilà. Donc c'était du bonheur, en fait, hein, c'était du bonheur. Bah oui, et puis vous vous projetiez vraiment à long terme, là. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi En fait, au jour de l'an, oui. j'ai passé un réveillon de Noël extraordinairement bien. Oui. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé un réveillon comme ça. Et au jour de l'an, le jour du jour de l'an, en fait, dans la nuit du jour de l'an, c'est con ce que je vais dire, enfin c'est bête, hein, pardon. Non, mais allez-y. J'ai eu un problème, j'ai eu des crampes d'estomac, un problème gastrique en fait. Vous avez une gastro? Non, ça arrive, hein, c'est l'époque. De la bile qui revenait, vous savez, qu'on a envie de vomir en fait, des remontées gastriques, voilà. Ah oui. Toute la nuit, j'ai eu ça. Oui. Et en fait, donc c'était le 31, en fait, le 31 au matin. Je me suis levé, j'étais pas bien. Et donc j'ai pris les médicaments qui vont avec. Et donc voilà. Et vous savez, le 31, il y a beaucoup de gens qui ont des remontées gastriques. Hein. Voilà. c'est bon. Vrai, c'est clair. Entre les huîtres pas fraîches, le champagne, pareil, les excès en tout genre. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ça. Tout à fait. Même au meilleur. Tout à fait. Et en fait, elle s'est levée. Et donc, tout se passait au départ à peu près bien. Et quand elle a vu que j'étais, moi de mon côté, pas aussi jovial que... bah oui, un peu vasouilleux, quoi, pas en forme. Elle a commencé à me sortir quelques petites vannes du style... elle a une chienne, en fait, une bergère allemande. Et elle a commencé à parler à sa chienne comme si elle parlait, vous savez, à une tierce personne. Oui, d'accord. Voilà, du style de dire, tiens, si c'était pour faire avec quelqu'un et passer un jour comme ça, on serait mieux ailleurs. Vous voyez, des trucs comme ça, vous voyez. Oui, assez agressif. Et elle n'osait pas vous le dire directement, elle passait par le biais de la chienne pour... Ouais, voilà. Mais c'est pas une personne qui est agressive à l'origine. Oui, mais en tout cas, là, c'était désagréable quand même, les pics qu'elle vous envoyait. Voilà. Ça peut arriver d'être malade, attendez. Tout à fait. Et moi, après, chacun a son tempérament, a son caractère, etc. Bon. Et moi, par rapport à ça, je me suis senti un peu piqué et je me suis renfermé sur moi-même. En fait, je me suis renfermé. Et puis elle m'en sortait. Alors ça n'a pas duré non plus toute la journée. Hein. Faut pas non plus que je dise des bêtises. Mais bon, elle m'en a sorti quelques-unes comme ça. Et plus ça allait dans la journée, et plus je me renfermais. Ce qui fait que le soir, au jour de l'an, j'étais une coquille en fait. Mais déjà, vous n'étiez pas en forme, et puis en plus, vous étiez vexé, blessé de ces réflexions. Il y a toutes ces choses-là. Et donc, on a passé un jour de l'an, en fait, de merde. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, la nuit... Mais sans parole, vous lui avez pas dit, vous vous êtes replié sur vous-même, vous n'avez pas dit, écoute, ça va, désolé, je suis désolé, je préférais être en forme, mais bon, il se trouve qu'il y a un truc que je digère pas, et voilà, ça peut arriver. On a eu une petite discussion, en fait, sur le terme, en fait, quand sa maman est partie, autour d'une heure du matin, par là, on a eu une petite discussion de quelques secondes, parce que tellement elle me disait des choses qui me renfermaient, que moi, la seule envie que j'avais, c'était de rentrer chez moi. Oui, parce qu'elle devenait de plus en plus agressive avec vous. Non. Désagréable. Voilà, désagréable, c'est pas agressif non plus. Parce que, voilà, moi j'habite à 45 km de chez elle.
Donc voilà, quoi. Moi, la seule envie que j'avais, c'était, elle n'a pas été ni impolie ni rien, mais c'était des, vous aviez envie d'être tranquille. Déjà, vous étiez mal fichu. En plus, vous en preniez plein la figure. Bon, vous vous êtes dit autant rentrer chez moi. Vous auriez peut-être dû d'ailleurs, finalement, rentrer. En fait, je suis resté. Plutôt que de rester dans cette ambiance pourrie là. Et en fait, je suis resté parce que je voulais pas. J'ai pas de caractère à me prendre la tête, surtout pour des bêtises comme ça. C'est ça. Je me disais, ça ira mieux demain. Et donc, le lendemain matin, moi, ça allait un peu mieux, ça allait mieux déjà, ça allait mieux. Je me suis dit, ça va décontracter. Donc c'était le 1er janvier. Ça va décontracter, ça va être bien. Et puis on va aller de l'avant, quoi. Et quand elle s'est levée, j'ai senti assez rapidement que c'était toujours tendu sur la même lignée de la veille, en fait. Oui, qu'elle vous en voulait toujours. Voilà. Donc, j'ai rien dit. On a déjeuné ensemble. Et donc, elle a une télé dans la cuisine et puis une télé dans le salon. On matait la même chaîne. Et donc, elle s'est levée et elle s'est barrée dans le salon. Et puis, pareil, elle recommençait à parler à son chien, à sa chienne, pardon. Du style, si on avait su, on aurait fait ci, on aurait fait ça, enfin bref. Mais là, vous repreniez pas la parole en disant, bon écoute, je suis désolée, j'étais pas en forme, mais voilà. Moi, je commençais à être bien, et en fait, elle m'a coupé l'air sous le pied, et pareil, je me suis... c'est peut-être pas bêtise, en fait. Mais ça, après, voilà, on va pas se refaire. Où en fait, bon, j'ai dit, puisqu'il n'y a pas de discussion, il n'y a rien, je vais laisser passer la matinée. Et puis, oui, mais ça a accentué le malaise. C'est-à-dire qu'elle en a fait presque une affaire personnelle. Après, ça a créé un malentendu entre vous, comme si vous faisiez la gueule. Enfin, tout à fait, voilà. Il aurait fallu désamorcer en disant, voilà. Bon, écoute. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que on a déjeuné ensemble avec elle et sa maman. Moi, autour de 15-16 heures, je suis rentré chez moi. Et on s'appelait en général tous les jours, tous les soirs, on s'envoyait. Quand je suis parti, je me suis excusé, je lui ai dit, écoute, je m'excuse d'avoir plombé le jour de l'an. Quoique le jour de l'an, on était tous les trois, hein. Il y avait sa maman, elle et moi, hein. C'était pas non plus une fête... Non. Voilà, il n'y avait pas non plus... non, vous sautiez pas au plafond. Tout à fait, voilà. Mais Noël, c'était pareil. Il y avait sa mère. Il y avait sa mère qui était là et vous avez passé un bon Noël. Il se trouve que. Mais enfin, écoutez, c'est quand même dingue. Elle était prête à vivre avec vous. Ouais. À ce moment-là, elle était très généreuse au point de vous dire, tu comprends, comme t'es locataire, comme ça, moi, je suis propriétaire et je te laisserai la maison. Et là, vous êtes mal fichu. Ça peut arriver. Et du coup, ça déclenche une crise et une rupture. Ouais. C'est un peu incohérent. Parce que si quand on décide de vivre ensemble, on sait que l'autre peut pas être toujours au top de sa forme. Alors s'il faut être toujours au top de sa forme, ça rend la vie au quotidien impossible. C'est pas possible. Vous voyez, il y a un truc. Donc c'était le lundi, parce que en fait toute la semaine on a vécu ensemble parce qu'en fait elle avait une semaine de congé, moi aussi, donc ça s'est passé super bien. Oui, mais comme si c'était une semaine de vacances, mais ça veut dire que dans le quotidien, il faut être toujours à péter le feu, être super en forme, et si on a le moindre coup de mou, je parle pas, surtout que là c'était très momentané, c'était un petit problème, un embarras gastrique, bon. Donc je reprenais le travail le mardi, puis elle aussi, donc le mardi, donc moi quand je suis rentré chez moi, je me suis réexcusé. Oui, je lui ai dit, je m'excuse du plombage, enfin j'ai plombé le week-end, etc. Enfin bref, voilà. Oui, mais vous êtes trop excusé, parce que finalement, je suis désolée, c'était pas de votre faute si vous étiez mal fichu, quoi. Et en fait, j'ai pas eu de nouvelles donc le mardi et mercredi, et j'ai eu en fait par SMS un espèce de semblant de rupture, et donc j'ai essayé de discuter avec elle par SMS. Il n'y a pas eu moyen. C'est quoi semblant de rupture? C'est-à-dire, elle n'allait pas au bout? C'est-à-dire que parce qu'en fait, alors, ce qui a une petite parenthèse, si je peux me permettre, c'est qu'elle a eu il y a 5-6 ans de ça, une aventure avec une personne qui l'a... c'était comment on appelle ça, un pervers narcissique, en fait. Vous savez, quelqu'un qui l'a tourné dans tous les sens, qui a abusé d'elle... sentimentalement, qui lui a fait beaucoup de mal.
qui lui a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que ça, je suis en contact régulièrement avec son... D'accord, mais quel rapport avec vous, là? En fait, c'est qu'avec moi, tout est ressorti. Ah oui, mais ça... Et en fait, c'était un pervers, ce qu'on appelle, enfin ce que vous appelez un pervers narcissique, en fait. Et en fait, moi, avec cette histoire, elle m'a envoyé un SMS comme quoi, donc le 2 janvier, en fait, donc vous voyez, 2 jours après, comme quoi, si c'était pour vivre la même vie, c'était plus la peine qu'on continue ensemble. Oui, mais elle mélange tout. Là, elle est complètement, elle mélange tout. Elle est à côté de la plaque. Ben, c'est ce que je pense. Bah, franchement, non mais vous me décrivez, vous avez eu un embarras gastrique le soir du 31. Ouais. Bon, vous étiez mal fichu le lendemain, donc elle commence à... Je trouve sa façon de faire assez désagréable, de parler à son chien plutôt qu'à vous. Alors à ce moment-là, qu'elle exprime, dire « Oh, ça tombe mal, zut, et le 31, il est fichu. » Mais enfin, ça va, c'était un peu déjà égoïste de réagir comme ça, parce qu'après tout, c'est vous qui étiez mal fichu. Vous lui avez pas demandé de jouer les infirmières, en plus, à être là, à geindre, visiblement. Bon, et pour ça, comme le dit, je reçois un message d'une auditrice prénommée Babette qui dit vous l'avez échappé belle et je partage son avis. Parce que au fond, ça veut dire que cette femme, alors, à la moindre, vous voyez, au moindre, je sais pas, petit souci ou le jour où vous êtes, comme vous l'avez été, la moins en forme, ça y est, c'est là, elle vous éjecte, elle veut plus de vous, ça va plus. C'est n'importe quoi. En fait, ce qui c'est pour ça, en fait, et depuis le 2 janvier, je n'ai plus de dialogue. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de la joindre. La seule fois où je l'ai au téléphone, il y a de ça 2 semaines, pratiquement 3 semaines de ça, elle m'a dit que si je venais la harceler, elle m'a traité que je lui bouffais la vie, que je la harcelais. Non mais ça y est, bientôt ça va être vous le pervers narcissique. Non mais bon, alors écoutez. Elle a rien réglé, il faut la laisser. Oui, mais je l'aime, cette femme. Oui, non, mais vous voyez, oui, mais elle est dans... Bientôt, c'est vous qu'elle va taxer de pervers narcissique ou de harceleur. Elle a rien réglé. Franchement, je suis désolée, on rompt pas avec quelqu'un parce que il a été un peu malade. En tout cas, ça veut dire, vous imaginez, heureusement que vous n'avez pas laissé votre appart pour aller vivre chez elle. Hein. J'ai failli. Mais je rejoins vraiment, Babette a raison, vous l'avez échappé belle. Hein. Parce que ça montre que il faut dans la vie, dans une vie de couple, dans un quotidien, c'est pas des grandes vacances en permanence. Il y a des moments où on rentre, on est fatigué, on peut, je sais pas moi, avoir la grippe, avoir n'importe quoi, ou avoir un petit coup de mou. Si on se dit qu'on est à la merci dans ces cas-là, que l'autre va se barrer parce qu'on est moins bien, ça repose sur quoi le lien? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, mais ça montre elle parle même pas de vous, cette femme-là, le problème, Patrick. Elle parle pas de vous, elle parle de son histoire passée avec cet homme qu'elle qualifie de pervers narcissique, qu'il était peut-être d'ailleurs, là, elle n'est même pas la question. Mais au fond, là, elle est en train, sur ça, plouf, elle mélange tout. Et elle, comme si vous-même, parce qu'elle vous a connu, alors certainement très jovial, on sent que vous passiez de super moments, comme si finalement vous aviez fait ça contre elle. On a l'impression qu'elle l'interprète de cette façon, comme si c'était, vous l'aviez fait exprès presque, vous le faisiez contre elle d'être malade. C'est n'importe quoi. Ma question, alors parce que moi j'ai, comme elle refuse de me parler, puis je veux pas, parce que je me dis. On habite comme je vous disais, à 45 km de l'un de l'autre. Moi, je suis à 45 km de chez elle, j'habite dans la région lyonnaise. Donc, je me dis, si je vais chez elle, à l'improviste, elle va péter un boulon, comme on dit, ça va pas être possible, parce qu'elle va rentrer dans une colère ou un stress pas possible, et je veux pas ça. Je veux pas du tout ça. Je suis pas du tout comme ça, en fait. Je suis un garçon gentil, enfin bref, je suis quelqu'un de... Mais j'entends ça, mais Patrick, vous avez vu déjà le discours qu'elle vous tient? Elle vous parle de harcèlement, qu'elle va aller à la police. Elle est dans une autre histoire, elle est dans une autre dimension, là. Moi, je me pose 1000 questions et je peux pas, et malgré tout, Caroline, malgré moi, j'ai des questions qui restent sans réponse et je comprends bien, c'est très... On peut pas dire à quelqu'un
je sais pas moi, le samedi, je t'aime, t'es l'homme de ma vie, etc., etc. Et puis le lundi, faire ce qu'elle a fait, quoi. Et moi, et puis surtout à nos âges, je veux dire, j'ai 57 ans, et moi, depuis janvier, je vis plus, je dors avec, je vis avec, je bosse avec, enfin, c'est dans ma tronche, c'est dans ma tête tout le temps. Parce que, Patrick, c'est très déstabilisant. Je suis d'accord avec vous, on peut pas dire à quelqu'un je t'aime, tu vas venir vivre, on va vivre ensemble, on va faire plein de choses, l'avenir maintenant c'est ensemble, et puis tac, du jour au lendemain, elle vous tourne le dos, c'est terminé pour un prétexte qui est complètement futile. C'est très perturbant. Je comprends que vous soyez très perturbé et très déstabilisé. Malheureusement, il y a des gens qui agissent comme ça. Hommes et femmes. Ouais. Et ça fait très mal. Parce que quand on est comme vous, quelqu'un de structuré, et qui envisage le lien comme quelque chose qui peut pas se défaire comme ça en une fraction de seconde, c'est pas possible. Bah évidemment, on reste avec 1 milliard de questions dans sa tête, auxquelles dont on n'a pas les réponses, parce que il y a des personnes qui malheureusement fonctionnent comme ça. C'est tout feu tout flamme, elles s'emballent. Elles paraissent même, voyez, très, il y a plus que vous qui comptez, laisse ton appart, viens vivre à la maison, tu comprends, comme ça tu seras à l'abri du besoin. Donc tout d'un coup, tout tourne autour de vous, et puis du jour au lendemain, c'est comme si vous n'existiez plus, et quand vous vous manifestez, vous devenez un harceleur. Bon, cette femme, elle a un problème. Elle a un problème, et d'ailleurs on peut se demander, au vu de cet homme qu'elle qualifie de pervers narcissique, si réellement il était ou pas, mais là n'est pas la question parce que c'est pas votre histoire. Mais vous voyez bien qu'elle mélange tout, et que de quelque chose qui arrive et dont vous n'êtes absolument pas responsable, d'un petit souci de santé, vraiment on ne peut plus bénin en plus, elle en fait une affaire personnelle. C'est comme si vous lui aviez fait un affront, vous aviez osé être malade, elle s'est fait un film. Et comme si, là aussi, oui, peut-être qu'il se montre sous un jour très séduisant, il m'a séduite là, et puis maintenant qu'il est au quotidien avec moi dans une semaine, il montre son véritable visage, et c'est-à-dire qu'il est là, il est fatigué, elle s'est fait c'est ce qu'elle vous a dit? Vous voyez. Sur un des SMS qu'elle me répond, un des premiers, et parce que donc, c'était quand même une relation assez récente, hein, donc je vous dis septembre, et elle me dit, sur SMS, hein, parce qu'en fait, j'ai eu que des dialogues par SMS, et des discussions, et elle me dit, et ça fera quoi dans 7 mois? Tu vas me faire quoi dans 7 mois? Mais c'est ça, vous voyez qu'elle est en plein dans ses délires, entre guillemets, c'est-à-dire que là, c'est comme si c'était une attaque personnelle, vous aviez fait ça contre elle, et donc elle a surinterprété, c'est genre vous étiez pas bien, mais c'est, bon, heureusement que vous ne vous êtes pas installé avec elle, parce que votre vie serait devenue un enfer. Ça veut dire quoi? Ah bon? Si, parce que, évidemment, c'est-à-dire que cette femme, avec elle, il faut toujours être au top, toujours être en super forme, ça aille bien. Sinon, dès que vous avez un petit moment de mou, de faiblesse, hop, ça y est, vous devenez nul, vous lui pourrissez la vie. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, d'accord. C'est ce que dit aussi Margaret. Elle dit, mon pauvre monsieur, vous l'avez échappé belle. C'est peut-être elle qui vous aurait intoxiqué à force et vous auriez eu des problèmes dans un quotidien avec elle. Il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est viens chez moi, j'habite avec mon chien adoré. Hein. Vous auriez eu le chien qu'elle faisait parler. Elle doit en avoir marre d'ailleurs, sa chienne, qu'elle lui parle comme ça. Et puis sa mère, qui la pauvre n'avait rien demandé. Vous l'avez dit vous-même, elle va trop vite, cette femme. Et pourtant, elle vous dit, à ce moment-là, vous avez découvert qu'elle sortait d'une relation qui s'était mal passée avec un homme, mais elle vous rencontre, et hop, ça y est, elle fonce avec vous, elle va vivre avec vous, pour vous jeter au premier. Elle est complètement inconstante. Mais en fait, la relation d'avant, il y a eu 50, hein, elle a eu des aventures entre-temps, mais voilà, cette relation avec ce bonhomme, avec ce monsieur-là, qui s'est mal goupillé parce que... Patrick, elle vous fait payer l'addition de quelque chose que vous n'avez pas vécu. C'est pas votre histoire. Mais c'est ce que je pense aussi. Hein, oui, mais ça sert à rien d'aller vous en expliquer avec elle. Elle va pas vous entendre. Et je vais vous dire, elle peut même mettre ses menaces à exécution et porter plainte contre vous. Elle a un problème. Il faut lâcher l'affaire, là, Patrick. Je sais que c'est pénible,
Mais il faut vous dire finalement que heureusement que vous n'avez pas partagé un quotidien avec elle. D'accord. Vraiment, c'est ce qu'il faut vous dire. Il faut garder le tout feu, tout flamme, mais dans un quotidien, c'était pas possible. Elle a trop de choses à faire payer aux hommes, cette femme, visiblement. En fait, je paye pour tout le monde, en fait. Oui, vous payez pour les précédents. Donc, qu'est-ce que vous pouvez construire là-dessus ? Je m'ai tombé, en fait. Donc, oui. Finalement, elle a des choses qu'elle n'a pas réglées et heureusement que vous ne vous êtes pas installés ensemble. C'est un mal pour un bien, vraiment. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez, que vous vous reboussiez un peu. C'est normal que vous soyez déçus et malheureux, mais il y aura d'autres histoires parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un d'ouvert et de sociable. Donc il y aura d'autres histoires, hein, Patrick. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse. Merci Au revoir. à vous. Merci à tout le monde. Bisous, ciao. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente nuit. Faites de jolis rêves. Un très bon week-end, reposez-vous bien. Ce soir, bien sûr, vous retrouvez Sophie et tout le week-end. Et moi, je vous dis à lundi.